Merci d'être là. Je suis très très heureux d'être là et c'est pas à l'association Gaspard de la Nuit de me remercier, mais c'est à moi de la remercier d'avoir organisé cette conférence afin de présenter mon livre La faillite du monde moderne, qui parle justement de la crise certes au départ financière, que tout le monde connaît, puisque les médias ne parlent absolument que de ça, les pseudo-fumeux sommets qui s'accumulent, sommets pour je ne sais quoi, européen, mondial, G20, G8, G12, G30, pourtant absolument rien ne change depuis déjà 5 ans. Bref, mais cette faillite économique, elle ne peut pas être traitée sans parler de la faillite morale, de la faillite sociétale, de la faillite spirituelle, de la faillite humaine du monde moderne. Donc je suis très heureux et honoré de votre présence. Donc je suis rentré hier de Paris, on a fait une conférence au théâtre de la Main d'Or et c'était assez impressionnant et assez exceptionnel. Donc c'est encourageant d'avoir fait tout ce travail en rencontrant des lecteurs. Je vais vous demander avant de commencer d'éteindre ou de mettre sur vibreur vos portables pour ne pas être trop dérangé inutilement. Et commencer la présentation de ce livre. La faillite du monde moderne, je crois que c'est clair, on sait de quoi on parle. Donc je vais le présenter rapidement. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il faut le lire, certes, mais surtout pour juste après, prouver ce que je dis par des faits de l'actualité. Des faits de l'actualité qui n'ont pas été traités dans le livre. C'est-à-dire, les gens me traitent de fou, d'exagérer à chaque fois, et la réalité, elle va plus loin que ce que je dis à chaque fois, moi. C'est-à-dire, il y a comme une compétition entre la réalité et moi. Donc, moi, je dis que, voilà, il y a, les banques, c'est des voleurs, ils ont piqué 20 milliards, et il y a une affaire à 500 milliards. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Et les faits, au moins, ils ont l'intérêt, on va dire, de convaincre. Voilà, c'est les faits, c'est pas moi, c'est sur TF1, AFP, M6, France Info, ils en parlent. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Et ça va rendre un petit peu, on va parler un peu d'actu. Après il y aura une séance de débat si vous voulez, si vous avez des questions à poser. Et j'aimerais savoir si certains ont reçu déjà le livre. Génial, donc vous pourrez poser des questions quasiment sur le livre si vous le voulez. C'est reçu, mais oui, lu, c'était surtout le propos de la question, c'était lu, mais bon, ça viendra. Sinon les autres aussi, puisqu'on va le lire, après on passera à une séance de dédicace. Il y a plusieurs ouvrages qui sont présents, qui sont accessibles, ont été amenés par l'association aussi, donc pour ceux qui veulent approfondir la question. Bon, j'ai publié ce livre parce que tout simplement, je crois que c'était naturel, il était temps que je fasse un livre. Après 6 années de recherche, 6 années d'études, de lecture intensive, mais vraiment intensive, sur la question de ce monde décadent. Donc j'ai réalisé des vidéos, des centaines de vidéos sur internet, j'ai été censuré sur Dailymotion, j'explique un peu tout ça dans l'avant-propos. J'ai été censuré sur Dailymotion, j'ai changé de plateforme, je suis allé sur YouTube, je suis allé sur un peu partout, maintenant mes vidéos sont un peu partout. Elles ont été vues des millions de fois, je frôlais le 3 millions de vues sur Dailymotion en 2009 quand j'étais censuré. Et ça marchait très 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 bien. Pourquoi je faisais ces vidéos au départ ? Parce que tout simplement c'était des formats 10 à 20 minutes maximum, c'était le format de l'époque. Et ma foi, vous le savez tous, les gens n'aiment plus lire, ils ne savent plus se concentrer, ils ne savent plus faire. Il leur faut le format média dominant, c'est le format vidéo. Et c'est vrai que le format vidéo aussi, il est intéressant parce qu'il permet de mettre des photos que le texte ne peut pas mettre, et une photo c'est vrai que ça parle, c'est mieux que 1000 discours parfois, selon les photos. Il y a des extraits audio, vidéo, des propos tenus par certains, des propos parfois ahurissants. Donc quand on le dit
dans un texte, c'est une chose, mais quand on dit voilà, écoutez ce qu'il vient de dire, et après on fait passer le petit extrait, c'est une autre. Donc il y a cet intérêt, mais surtout il y a une certaine forme de passivité à la lecture, à la visualisation d'une vidéo. Donc les gens, on clique, autre chose, on fait suivre, dans les réseaux sociaux ça va très vite, donc c'est vrai que c'est efficace, mais à un moment donné, l'internet ça tourne en rond, hein. C'est comme dirait l'autre, comme diraient les anglophiles, c'est un petit peu underground. Donc pour une certaine partie du public ça va être Internet, encore Internet, d'où tu as sorti ça, d'Internet, arrête avec tes conneries d'Internet, etc., etc. Donc un bouquin papier qu'on trouve exactement comme ceux de la Fnac ou de Virgin ou d'Amazon ou de je ne sais où, n'importe quel libraire de quartier, ça fait plus sérieux. Pourtant, c'est exactement les mêmes informations. Il n'y a rien d'extraordinaire, je dirais même, c'est pas 5% des informations que j'ai données le long de ces années, parce que c'est pas possible de résumer autant de vidéos. Mais effectivement, ça a un intérêt. L'intérêt donc de la crédibilité du travail. C'est comme ça, ça devient académique. Il y a aussi l'intérêt de l'information, elle est là. Voilà, Big Pharma, boum, chapitre sommaire, je lis et je trouve mes infos, je trouve les propos, les jugements, voilà, c'est précis. Donc quand je parle, j'ai des arguments. Je blablate pas, c'est pas une discussion de comptoir. Parce que sinon, souvent on m'envoie des mails, on me dit oui, mais comment convaincre? Ben, c'est très simple. En étant convaincu soi-même et en ayant les faits. On ne dit pas oui, mais c'est du poison, voilà, c'est du poison. Ben, ça veut rien dire, ça, c'est du poison. Qu'est-ce qui est du poison dans le vaccin? L'hydroxyde d'aluminium, le formol, les cellules cancéreuses, le mercure, le thymérosal. Si possible, quand ces produits ont été introduits dans ces vaccins, les polémiques, il faut citer des noms, des dates. Et là, on devient crédible. Des vidéos, si l'on s'en vaccine par-ci, le docteur Marc Vercouter par-là, il y a les liens, il y a 520 notes de bas de page, donc vous inquiétez pas. Ce livre, pour le traiter, pour le faire correctement, il vous faut au moins une année, facilement, pour quelqu'un qui travaille. Sinon, c'est plusieurs mois pour quelqu'un qui est au chômage, je vous le dis tout de suite. Donc, voilà, on a fait le tour de la question. Sur n'importe quelle question, il peut y avoir 10 textes vidéo à lire. Donc après la personne en face, si elle veut pas comprendre, ben c'est pas notre problème, hein. Franchement, on n'est pas là pour sauver l'humanité. On est juste là pour essayer de faire réfléchir les gens. Donc ce bouquin s'est imposé de lui-même. Il m'a exigé beaucoup de travail. C'est très rude, franchement, l'écriture. C'est pas facile. J'avais déjà écrit plusieurs textes, que j'ai rassemblés aussi, que j'ai remaniés sur Big Pharma, sur l'affaire Mera qui est en annexe lors des élections législatives, sur le Mediator aussi, que j'avais fait la conférence sur le Mediator, que j'ai remanié, rajouté, j'ai fait un petit peu la mise à jour de l'affaire du Mediator. Donc, mais un ouvrage qui va essayer de synthétiser tout ça, c'est un corps il faut qu'il soit cohérent, et c'est vraiment beaucoup de boulot. Mais il s'est imposé, il est là, tant mieux, et j'espère qu'il va trouver des lecteurs pour essayer de les convaincre. Dans tous les cas, de toute façon, il va clouer le bec à bien des imbéciles qui se prennent pour des lumières, alors que souvent ils ignorent absolument tout, mais absolument tout. J'ai discuté tout à l'heure au téléphone avec un ami, un très bon ami, qui me parlait du 11 septembre sur l'affaire d'un témoin qui s'appelle William Rodriguez, que je traite dans le livre, et en lui disant que c'était un témoin quand même plus que correct, puisqu'il travaillait là-bas depuis 20 ans, que c'était un héros, il a sauvé plein de vies, et qu'il a fait des témoignages, et conférences dans le monde entier, et que son témoignage était recevable dans un tribunal. Et il me dit, mais pourquoi il n'a pas été alors reçu dans un tribunal? Parce qu'espèce d'abruti, il n'y a jamais eu d'enquête policière. C'est clair, non? Il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a pas. C'est une commission d'enquête. Et comme disait Clémenceau, quand on veut enterrer une affaire, on crée une commission.
Donc tout ça, enfin, vous voyez, il y a des gens, c'est quelqu'un d'instruit, c'est quelqu'un de très intelligent, il est dans le combat, dans la lutte, mais il me sort une grossièreté pareille. Ça, c'est une grande bêtise. Ça, c'est profond, c'est grave, c'est quasiment psychopathologique. On ne peut pas prendre des décisions, avoir des avis sur des choses comme ça, alors qu'on ignore qu'il y a pas eu d'enquête policière. Une enquête policière, c'est une procédure, ça s'appelle une procédure. C'est peut-être pas exactement la même aux États-Unis qu'en France, mais en France on les connaît. Hein, voilà, il y a une procédure, une mise en examen, il y a un juge qui va dire oui, il y a des faits qui nécessitent, etc. Après ça passe dans un processus. Il y a, enfin, c'est les flics après ils viennent, ils essaient de ramasser les preuves. Enfin, c'est compliqué tout ça, mais il y en a pas eu pour le 11 septembre. Pourtant il y a eu 3000 morts. C'est quand même assez curieux. Bref, donc voilà. Et l'objectif de ce livre, c'est donc de faire une synthèse de tout ce qui a été fait dans les différents domaines. Certes, mon domaine de prédilection, c'est la santé, c'est mon métier, mais j'ai traité énormément de l'économie, des médias, de politique, d'ésotérisme, d'occultisme, de pouvoir et de franc-maçonnerie. J'ai traité de social, de subversion, beaucoup. Donc j'ai traité un peu de tout ça et j'ai essayé de faire une synthèse. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il est inutile de continuer à faire des analyses pour ne pas le critiquer, mais je suis obligé parce qu'il commence à me fatiguer, comme Jovanovic. Il faudrait qu'il cesse de faire des analyses poussées sur les faits économiques et commencer à nous dire qui sont les coupables. Qui sont les coupables ? Ne lui parlez pas de franc-maçonnerie, ça l'énerve. Donc, il faut commencer à citer les coupables. Qui a volé quoi ? Qui a magouillé quoi ? Il y a quand même, faut arrêter maintenant. Ça veut dire quoi ? C'est une main invisible. Ceci n'est pas sérieux. Donc, à un moment donné, voilà, on essaye de s'élever de l'analyse, hein, de la loupe. Vous voyez, c'est un dessin que je mettais dans mes conférences en PowerPoint. Donc, c'est une loupe. Voilà, il faut s'élever un petit peu, essayer de voir tous les points, de faire une analyse globale. Pour essayer de comprendre qui, quand, comment, pourquoi, où va-t-on. Sinon, en fin de compte, on se perd. On peut gloser 4 milliards d'années sur la mafia financière ou sur Big Pharma. Mais au moins 1 milliard d'années, il y a de quoi faire. Il y a des scandales sur toute la planète. C'est des scandales qui traînent en longueur parce que la justice, elle est corrompue. Donc chaque jour, il y a une nouveauté. Chaque jour, il y a un nouveau truc. Enfin, il y a une nouvelle. Enfin, ça suffit. Enfin, à un moment donné, il va falloir qu'on se dise. C'est ce que j'ai fait par exemple le 11 septembre. À un moment donné, il faut arrêter avec le 11 septembre. Ça suffit. Ça y est, c'est bon. Il y en a eu 15 autres septembre à côté. Enfin, l'Irak, c'est un 11 septembre. L'Afghanistan, c'est un 11 septembre. Le Pakistan, ils arrêtent pas de se faire bombarder par des drones. Il y a des morts civiles tout le temps. C'est un 11 septembre aussi. Enfin, faut arrêter maintenant. On va rester. Donc, il y en a encore qui demandent une réouverture d'enquête sur le 11 septembre. Ça va pas. On s'en fout. Tout le monde sait que c'est faux. On va pas demander une ouverture d'enquête sur l'affaire Mera. Ça n'a aucun sens. D'abord, il n'y en aura pas. Et secondo, on sait ce qui s'est passé. On sait que la version officielle est fausse, que c'était un coup pour créer des problèmes, une guerre civile, point. On le sait, point. Et les faits, le fameux tweet qu'a laissé Albert Chenouf, un des pères de la victime, expliquant que Prasquier lui avait demandé de retirer sa plainte contre Squarcini, l'ex-patron de la DCRI, pour moi, c'est signé, ça suffit. Hein, s'ils étaient vraiment sérieux, ils chercheraient à punir les défaillances du patron de la DCRI. C'est une grosse défaillance. Donc non, ils le protègent. Donc bon, ça pue. Voilà. Donc il faut arrêter d'essayer de chercher. On connaît les coupables. Il faut les dénoncer. Alors le bouquin commence par une préface de Pierre d'Ortiguier qui m'a honoré de cette participation, puis un avant-propos dans lequel j'explique un petit peu tout ce qui vient d'être dit. Ensuite, il y a donc
enfin j'appelle ça mon algorithme de déchiffrage. C'est ce qui m'a permis un petit peu de rentrer dans la réalité assez démoniaque de ce monde, c'est le 11 septembre. C'est-à-dire quand on comprend qu'il y a des États qui sont prêts à tuer 3000 de leurs concitoyens, faire la guerre, tuer 500 000 Irakiens, enfin partir en guerre mondiale partout, bombarder à de l'uranium appauvri, emprisonner des gens, les torturer, leur uriner dessus, les chiens, l'électricité, Guantanamo, Abu Ghraib, enfin c'est des animaux, des barbares. Des soldats, quand ils reviennent chez eux, ils se tirent une balle dans le ciboulot parce qu'ils ont fait tellement d'horreur. Enfin, il y a quelque chose qui cloche. Ça part vraiment en vrille totale. C'est un monde de dingue. Et ce monde de dingue, il faut cesser de l'appeler démocratie. C'est un monde de malades. Et c'est tout à fait normal. Ça a commencé par un meurtre rituel de 3000 personnes. C'est quand même grave. Donc quand on comprend ça, on sait qu'il se passe des trucs bizarres. Le gars qui a le costume et la cravate, en fait, il n'est pas normal, il n'est pas moderne du tout. Il y a quelque chose derrière, c'est obligatoire. Donc j'ai traité succinctement de cette question du 11 septembre, que je refuse d'approfondir, parce que ça ne sert à rien. Puis viennent, vous savez que le 11 septembre, pour moi, si je dois résumer l'affaire, c'est ni le bâtiment 7, ni les pirates qui sont encore vivants, ni l'absence d'avions sur le Pentagone. Maintenant, tout le monde est d'accord là-dessus. Hein, on n'a plus besoin de chercher les 86 caméras qu'on a refusé de nous donner, on ne sait pas pourquoi. On va laisser passer les contradictions physiques, hein, avec l'acier dont la température de fusion a baissé, la nanothermite, etc. On va laisser passer l'absence totale d'avions en Pennsylvanie. Il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas. Bon, c'est pas grave. Il y en a encore 50 000 des trucs comme ça. Ça sert à rien. Ce qui m'a intéressé pour clore le chapitre, c'était le délit d'initié. Bon, c'est signé. Donc il y a des gens qui ont spéculé 25 fois plus, qui ont vendu des actions d'American Airlines, United Airlines, AXA Assurance, etc. Donc les compagnies d'aviation impliquées dans l'attentat et les assureurs qui vont faire faillite, puisque voilà, ils vont devoir assurer des sommes qu'ils ne possèdent même pas. Donc ils le savaient avant, ça a été étudié, les disques durs ont été étudiés en Allemagne, etc. Ils le savaient avant, tout le monde le sait. Ça a été dit même à la télé, Éric Laurent sur les plateaux télé, quand il a fait son livre sur le 11 septembre, etc. Donc, en fin de compte, in fine, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ce qui amène donc le chapitre argent. J'explique un petit peu l'argent, qu'est-ce que l'argent, le concept de l'argent, les lois, etc., qui m'amèneront au chapitre suivant, qui est tout simplement la crise financière, avec le début, le milieu et la fin, là où nous en sommes aujourd'hui. Donc c'est tout à fait naturel. Ensuite, on a quand on a traité de la crise financière et de l'argent, obligatoirement, on ne peut traiter, c'est-à-dire quand les banksters, on sait que c'est les banksters qui commandent. On sait que toute cette crise, elle leur a permis de se faire des milliers de milliards de dollars, de détourner tout l'or du monde, l'argent du monde, l'argent métal. Voilà, ils ont tout détourné, ils ont acheté avec leur monnaie de singe les propriétés foncières concrètes, réelles. Bon, bref, donc on ne pouvait que se retrouver avec le chapitre de la dissolution des trois pouvoirs, c'est-à-dire politique, judiciaire, etc., qui ont été achetés avec l'argent du bankster, puisque c'est eux qui financent les campagnes électorales, aussi bien en France qu'aux États-Unis, etc. Donc à partir du moment où les politiques sont les laquais des banksters, je crois que c'est cuit, il n'y a plus rien à dire, et on le sait qu'ils sont achetés par ces gens-là. Aux États-Unis, c'est carrément déclaré. Voilà, il y a le comité de soutien de tel parti qui a reçu 1 million de dollars de telle banque, de telle entreprise pharmaceutique. C'est tellement, la dégénérescence est profonde qu'il ne se cache même plus. Et ça, c'est effrayant. Ça fait très très peur. Donc, à partir de là, les politiques sont achetés, les juges aussi, donc on ne peut pas espérer de justice. Il y a le quatrième pouvoir quand même, après la dissolution du troisième, c'est le chapitre médias. Donc les médias, on va pas les acheter des personnes, on va acheter carrément le journal, carrément la télé. Et là,
C'est un chapitre assez clair, assez précis, puisqu'il y a les noms des propriétaires, il y a les noms de tout, hein, les journaux, toutes les grandes firmes, que ce soit Lagardère, Dassault, Bertelsmann, toutes les, voilà. Il y a Tapi qui veut racheter la Provence à Marseille. Pourquoi, à votre avis? Parce que tout simplement, il veut briguer la mairie de Marseille en 2014. Donc, il a besoin d'un organe puissant pour faire sa propagande. C'est tout. Un voyou. Tapi, Bernard, un voyou. Ce type qui a acheté des entreprises à 1 euro symbolique en expliquant qu'il allait virer personne, il a tout de suite revendu, il a viré tout le monde, il a tout de suite revendu, il a fait ça 20 fois. Il vient, il se fait passer pour c'est un abruti, hein. C'est un très très mauvais patron. Il sait rien faire, hein. Il s'est fait avoir donc avec des affaires fiscales, l'histoire du foot. Enfin, il a fait de la prison. C'est un voyou. Bernard Tapie est un voyou. On appelle dans la rue un petit merdeux qui a volé un scooter. Comment vont l'appeler les gens? Un voyou. Un grand qui a fait ce qu'a fait Tapi, qui est allé en prison, pareil, c'était un voyou. Donc il veut s'acheter sa danseuse, ils appellent ça comme ça, pour faire sa propagande, pour gagner la mairie de Marseille, qui est quand même la 2e, 3e ville de France. C'est quand même sérieux tout ça. Bref. Donc, j'ai traité aussi d'un aspect très intéressant concernant la subvention de ces médias. Hein, c'est quand même grave. Hein. Vous savez qu'ils sont tous en ruine, en faillite totale, et ils sont subventionnés par l'argent public. Ils ont des aides plus importantes que les denrées de première nécessité, le blé, le lait, l'huile. Hein, la TVA, ils ont des TVA à 2%. C'est délirant. C'est-à-dire que pour le système, votre propagande, votre subversion, mentir au peuple doit être subventionné plus que de nourrir le peuple. C'est quand même délirant. Et c'est la réalité. Il leur passe des campagnes, l'État leur passe des campagnes de publicité pour leur mettre remplir leur caisse, leur trésorerie. On leur offre les timbres d'envoi, par exemple des abonnements pour les moins de 18 ans, des trucs comme ça, gratuits, subventionnés par l'État. Ça, il faut le savoir. Parce que autrement, ces journaux n'existeraient pas. Il n'y a plus personne qui les lit. Ils font faillite tous. Et à chaque fois, ils sont rachetés par des milliardaires. À chaque fois, c'est systématique. Le Monde vient d'être racheté quand même par un triumvirat de milliardaires. Berger, Pigasse et Niel de Free. Un bankster. Berger, c'est Yves Saint-Laurent. Et Niel, c'est Free. Donc 3 milliardaires pour acheter Le Monde, dont le patron, le directeur vient de décéder, tant mieux d'ailleurs, une racaille en moins. Et j'ai vu un communiqué du directoire de lecture de je ne sais quoi, qui nous expliquait l'extraordinaire génie d'Éric Israélevitch, qui était économiste de 86 à 2000, puis maintenant quelques années directeur. C'est un abruti qui n'a jamais rien vu venir de la crise, dont on a fait un panégyrique assez extraordinaire. Hein. C'est quasiment Jean Moulin. Hein. Il faut le lire ce truc, c'est extraordinaire. C'est-à-dire c'est un abruti qui n'a jamais rien vu venir, ni de subprime, ni de CDS, rien. Et là, il est décédé, c'est un gros travailleur, un écrivain de talent, un journaliste, un expert, bla 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 bla. C'est du mensonge. Voilà, c'est un serpent qui se mord la queue. Enfin, on tourne en rond. On a des abrutis qui sont financés par l'argent public, qui nous mentent et qui s'auto-congratulent, qui s'auto-félicitent. Et ça tourne en rond. Il va être remplacé par un énième abruti qui va être coopté par la maçonnerie, par le siècle, etc. Et on continue. Voilà, Le Monde, c'est quand même le journal où Caroline Fourest fait des papiers, où elle s'est faite remarquer en Tunisie avec des fautes extrêmement graves au niveau de la politique tunisienne. Elle s'est trompée de parti politique, ils se sont foutus de sa gueule en Tunisie, c'était assez jouissif. Donc le niveau a baissé, tout a chuté. C'est subventionné par notre fric, ça nous ment à longueur de journée, on fait croire que Le Monde c'est un journal de référence, c'est une mascarade, même le Canard enchaîné d'ailleurs, c'est une pure mascarade, c'est des gauchistes, athéistes, ils ratent pas une seule occasion pour se moquer des croyants, alors que
alors que c'est complètement obsolète, il n'y a plus de croyants, enfin ça n'a aucun sens. Et c'est des gauchistes, cette idéologie gauchiste tout le temps, qui fait croire qu'il y a le pouvoir avec l'argent, et les gauchistes, les malheureux, alors que c'est faux, c'est totalement faux. Mélenchon l'a prouvé dernièrement aux élections, quand il a offert ses voix gratuitement sans négocier rien, à Hollande 26 minutes, non, 38 minutes après à 20h38, après l'annonce de la victoire de François Hollande. Donc il a offert ses 10%, je sais plus combien il a fait, ses 8% à la gauche pour qu'elle gagne sans rien négocier. Ça n'existe pas tout ça, la gauche-droite, ça n'existe pas dans le réel. Bref. Puis enfin le chapitre qui suivra, c'est celui de Big Pharma. C'est un gros chapitre qui va parler, Big Pharma, vous savez que c'est récent, c'est vraiment très récent, c'est l'industrie, c'est la folie de l'industrie, de la mécanique, et ça a été dénoncé très tôt. Vous savez que Jules Romain en parle très bien dans le Docteur Knock, ou Léon Daudet dans les Morticoles, il en parle très bien, les Morticoles, vous vous rendez compte, les cultivateurs de la mort, c'est comme ça qu'il les appelait. Donc, et ça a un siècle, hein, il y a un siècle déjà, ils avaient compris que Big Pharma était un système mortifère. Tout simplement, il le dénonçait, il expliquait que faut pas toucher quelque chose qui fonctionne correctement. Ils ont compris que c'était une question de fric, ils ont tout compris. Le chapitre il se divise en 3 parties. Une partie sur le Mediator, parce que je pense que le Mediator c'est l'affaire qui résume absolument tout. 33 ans, c'est signé, 33 ans de commercialisation d'un poison mortel. Le Monde, justement, vient de publier un papier en expliquant que depuis 69, avant la commercialisation du Mediator, ils savaient que c'était un anorexigène qui allait être utilisé contre l'indication qui était l'antidiabétique, etc., pour faire maigrir des personnes qui ne désiraient pas grossir. C'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas grosses et voilà, c'était la propagande médiatique qui allait imposer un modèle de finesse, de minceur, et qu'il fallait donc vendre ça à des personnes en pleine forme. Et la question des patrons du marketing, c'était comment faire pour leur vendre. Le médecin, ça va être difficile pour lui de vendre quelque chose à quelqu'un qui va bien. Hein, voilà, il vient pour la visite annuelle ou pour une grippe, l'autre il va lui caler le truc, c'est quoi le rapport? Donc déjà ils pensaient comment faire, et en fait ils ont trouvé la solution, c'est les médias. C'est-à-dire il faut remplir la tête aux gens d'imbécilité et c'est eux qui deviennent demandeurs. Bref, donc après donc on a plusieurs milliers de morts, plusieurs milliers de malades graves avec des calcifications cardiaques, et bien sûr l'implication au plus haut niveau de l'État, de la franc-maçonnerie, des patrons du Mediator Jacques Servier, qui a été nommé grand commandeur de la Légion d'honneur, la plus haute distinction de la France. Il y en a 70 vivants en France à chaque fois, c'est pas plus, hein. Et c'est un criminel, un assassin, des menteurs, ils ont tout menti, tout manipulé, ils ont infiltré le gouvernement puisque 2 professeurs de chez Servier étaient les conseillers de Xavier Bertrand, franc-maçon, et à l'époque ministre de la Santé, etc., etc. Donc cette affaire, elle résume absolument tout. Il y a absolument tout. Vous comprenez par cette affaire que le système, il est biaisé, il n'est pas question de science du tout, ou d'objectifs de soins, pas du tout. C'est une question de destruction, de tuerie de masse, de fric, de pouvoir, de corruption, d'abaissement. Il tire l'humain vers le bas. Il n'y a rien d'autre. Voilà, absolument rien d'autre. Et après, j'ai fait une conférence à Toulon qui a été perdue, elle a été enregistrée, mais on a perdu le document par la poste. Je l'ai refaite lors des législatives 2012 à Marseille, mon élection, et elle traite du cancer, de l'hypermédicalisation de la grossesse et du cancer, du cas du cancer. L'hypermédicalisation de la grossesse qui concerne 750 000 personnes par an en France. Donc beaucoup de monde, puisque ça concerne en général un père et une mère, les parents, les oncles et les tantes, enfin bon, les frères et les sœurs je veux dire, donc voilà, on est quand même impliqués tous. Et le cancer, 340 000 nouveaux cas par an, c'est beaucoup, 145 000 décès par an. Donc chaque année, au 1er janvier, on recommence.
Donc ça traite beaucoup de gens. Je pouvais pas tout traiter, c'est pas possible. Je pouvais pas traiter des problématiques que j'ai travaillé dans mes vidéos, mais bon, là, je pense qu'on touche beaucoup de gens, et ça explique largement, plus que de nécessaire, l'affaire. Donc, bon, l'hypermédicalisation de la grossesse, je vous invite à voir la vidéo, bien sûr, ou à lire le livre. Faites très attention. Faites très attention parce qu'on a transformé un acte physiologique, totalement physiologique. Je ne parle pas, bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, des grossesses à risque. Hein, ça c'est une chose, on la met de côté. Mais il n'y en a pas partout, il n'y en a pas tout le temps. Je parle des grossesses naturelles. Voilà, une jeune fille de 20 à 30 ans qui est enceinte et qui va accoucher. Ça c'est pas une maladie. Voilà, comme la ménopause n'est pas une maladie, comme l'alopécie n'est pas une maladie, comme même la dépression n'est pas une maladie. C'est pas une maladie la dépression, c'est un état d'esprit qui a des causes qu'il faut traiter. Au travail, dans la famille, il y a quelque chose, voilà, et il faut le traiter, c'est tout. Et comme ce monde dégénéré paravolo, il y a personne, les gens ils sont seuls, ils sont contre leur spiritualité, enfin leur âme. Ils vont contre, parce qu'il y a le corps qui nécessite de l'eau, de la nourriture, etc. Mais il y a l'âme aussi, qui nécessite certaines choses. Amitié, fraternité, amour, gentillesse, politesse, voilà. Elle a besoin de cette nourriture, on la lui donne pas. Bon, elle déprime, c'est normal, c'est naturel. Et c'est certainement pas des molécules chimiques qui vont soigner un mal de l'âme. C'est débile de penser ça. Ça peut déconnecter des choses, vous faire oublier, comme le shit, la drogue, mais ça va pas arranger vos problèmes. Bref. D'ailleurs, personne ne cherche à arranger les problèmes des gens, ils veulent juste les gaver, les droguer. Donc voilà. Donc l'hypermédicalisation de la grossesse, c'est quoi? C'est très simple. Vous arrivez, d'abord, bon, la jeune fille, elle est médicalisée avant même la grossesse, puisqu'on va la mettre sous pilule. Pilule qui est cancérigène, comme tout le monde le sait, ça a été prouvé scientifiquement, mais toutes les filles continuent à en prendre. Grand bien vous fasse. Après la pilule, donc elle va être enceinte. Le bébé, il n'est pas encore formé, donc tissus fétaux extrêmement fragiles. Échographie sur échographie, sans oublier les échographies de confort et de familiales, échographie en couleur 3D qu'on filme comme entre à papy et à mamie. Très bien. Comme ça, on brûle bien les tissus fétaux. C'est très très bien, c'est très intelligent. D'ailleurs, c'est interdit. Il y a même les autorités qui le disent. Il faut éviter, comme la peste, les échographies inutiles. On fait une échographie quand il y a un problème. Bref. Ensuite, bon, ça va être l'accouchement. L'accouchement, c'est si vous êtes dans une clinique véreuse, on va vous faire la totale, césarienne, et péridurale, etc. Des actes extrêmement risqués, enfin extrêmement risqués, non, c'est faux de le dire, mais qui contiennent beaucoup de risques, qui sont tout de suite évacués grâce à des papiers qu'on va vous faire signer. Donc, ils sont protégés, pas vous. Hein, je cite absolument tous les effets secondaires que peuvent avoir les césariennes, les péridurales, etc., etc. Ça peut être des paralysies des membres inférieurs, ça peut être une balafre pour la césarienne sur le bébé, ça peut être, ça peut être beaucoup de choses. Une limitation du nombre de naissances, ça peut être une destruction des tissus érectiles vaginaux qui va détruire le plaisir sexuel du couple. Ça peut être beaucoup de choses. Ça serait, franchement, c'est intéressant que les gens le sachent, ça. Une femme qui rentre dans un hôpital, enfin, c'est pas une bagnole, hein, on change pas un pneu et on sort, hein. Faut arrêter. Il y a des choses qu'on contrôle pas. Ils vous injectent des trucs, ils regardent, hein. Et, enfin, bon, bref. Lisez ce chapitre, il va vous intéresser, ou regardez la vidéo, pour les dames, là, et ça va vous donner une petite idée de ce que c'est, et faites-le en conscience. Vous prenez, voilà, oui, ok, je suis d'accord. Je prends des risques, mais au moins, je sais. Je suis d'accord, je prends des risques, je signe. Voilà. Donc, tout ça pour expliquer que l'hôpital s'est transformé en train fantôme de l'horreur,
toutes les 30 secondes, il y a quelqu'un qui vient vous expliquer, oui, si vous faites pas ça, l'enfant va mourir. Alors si vous faites pas l'échographie, vous vous rendez compte, ça va être un trisomique, ça va être un ceci, ça va être un cela. Si vous faites pas la vitamine D, c'est le rachitisme, la vaccination et je sais pas quoi. Il va avoir ceci, il va avoir cela, mais il va mourir. Mais c'est hallucinant, hallucinant. À un moment donné, enfin, on se pose des questions. Par contre, il y a personne qui va vous pousser sérieusement à allaiter le bébé. Peuvent pas. Le système, il fonctionne pas pour l'allaitement du bébé. Les femmes travaillent. C'est impossible. On ne peut pas allaiter le bébé. C'est 3 mois, point. En Scandinavie, c'est plus. Il y a plus de congés maternité. Mais si on prend 2 ans de congé maternité, il n'y a plus de carrière professionnelle. Donc, là, il y a un blocage. Il y a un modèle social qui bloque et qui impose un traitement médical qui va avec le modèle social. Sauf que le lait maternel, je cite un petit peu ce qu'il contient, c'est sa composition, notamment le colostrum des 3-4 premiers jours, la première semaine, puis le lait lui-même, c'est un élixir de jouvence. C'est quelque chose d'extraordinaire. On ne sait pas aujourd'hui ce que contient le lait maternel. On ne sait pas tout. Hein, il faut être clair là-dessus. Donc, comment avoir le culot de me vendre du Gigose en m'expliquant que c'est excellent? Ils savent pas ce qu'il y a dans le vrai. Alors ils peuvent pas me dire qu'ils ont fait un truc équivalent. Bon, donc et il y aura certainement pas de cellules immunitaires, macrophages, immunoglobulines de toute la liste, etc. Il y en aura pas parce que ça, il y a que le système immunitaire qui sait le fabriquer. Donc certainement pas les cochonneries de plâtre là qui vous vendent de Gigose pleines d'anti-agrégants en aluminium. C'est de l'aluminium, vous faites bouffer à votre enfant de l'aluminium. Bravo, super, très bien. Bon, bref. Donc, on vous pousse à faire des injections de produits chimiques. On vous empêche, ou on vous pousse pas à lui donner des produits naturels gratuits. Je parle aussi des couches, etc., des couches lavables qui permettent l'aération et la diminution de traitement d'eau avec les pommades pour les rougeurs qui permettent de garder les testicules à température inférieure à 37 degrés, etc. D'où le mauvais, les mauvais scores des spermogrammes modernes qui ont chuté et avec des infertilités gravissimes. Gravissimes, aujourd'hui c'est très grave. Enfin bon, bref. Je fais le tour de la question et je suis passé par là et j'ai vu comment fonctionnait le système. Et en fait, c'est un système qui est bancal. Hein. Vous savez, ils ont des certitudes, mais elles ne sont pas si puissantes. Parce qu'il suffit de leur poser 2-3 questions, le type il bug. Ou la femme en face de vous, elle bug. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que ça fait 30 ans, merci, ça fait 30 ans qu'ils font quelque chose et ils se sont jamais posé la question du pourquoi. Je vais vous donner un exemple, ça m'est arrivé personnellement. Je voulais donner à mon fils de la vitamine D, je crois. Je lui dis qu'est-ce que c'est? Il me dit c'est la vitamine D. Je lui dis je peux voir les excipients s'il vous plaît, je veux voir ce qu'il y a dedans. Vitamine D, d'accord, ok, il n'y a pas de souci, on sait ce que c'est. Je vois, je dis il n'y a rien. Alors je lui dis écoutez, moi je veux vérifier, c'est tout, je veux juste voir, voilà. Je dis pour moi la vitamine D, il y en a, il suffit de, voilà, il y en a dans le lait maternel, il suffit, voilà, il y a le soleil, il y a plein de trucs, bon bref. Je trouve que ça me paraît pas très logique de donner de la vitamine D à un nouveau-né, parce que sinon il faudrait donner de la vitamine D à tous les animaux dans la forêt aussi. Parce que, ben oui, parce que eux aussi ils vont manquer de vitamine D, tout le monde va manquer de vitamine D. Ils montent dans les arbres, ils ont des os, ils risquent aussi, les poissons, tout ça. Il me regarde, tout ça, je dis, ouais, je dis en plus les exceptions, moi je fais pas confiance, ils mettent plein de trucs, ça fait des problèmes et tout ça. Vous savez ce qu'il me dit? Il dit, oui, c'est vrai, vous avez raison, hein. L'année dernière, il y a 2 ans, on donnait l'ADEC, et ça faisait des convulsions, on a arrêté. Je vous jure, promis, juré, c'est vrai. Et je vais chez un copain pharmacien, je lui dis, tiens, de l'ADEC, il me dit, oui, c'est commercialisé encore. Qu'est-ce que c'est que ce monde? C'est pas dégénéré, tout ça? C'est quand même grave. Donc l'hôpital, donc ce qu'on comprend par là, c'est qu'il n'y a pas de système de pharmacovigilance qui fonctionne, parce que normalement l'hôpital doit tout de suite déclarer un système. C'est un système de pharmacovigilance, chaque hôpital. Tous les hôpitaux, tous les centres de soins, ils ont des fiches spéciales. Tout de suite on alerte, on dit qu'il y a tel problème, tel jour avec tel patient, avec tel produit, ça remonte, etc. Ils font des études, ça fonctionne pas, pipeau. Ça commercialise, ça continue de commercialiser, le type il se pose même pas de questions. Enfin, c'est ahurissant. Voilà, c'est tout. Et tout ça, alors, tout ça, c'est pourquoi tout ça?
c'est pour votre bien. Comme ça, vous vous portez bien, vous consommez bien, vous vivez bien, vous votez bien, et que ce cirque continue encore longtemps. Et je lui dis, d'accord, c'est très bien, c'est gentil de votre part. Maintenant, il s'agissait du test de Guthrie. Vous trouverez ça dans le livre, du test de Guthrie, test génétique, qui n'est rien d'autre qu'un fichage génétique par une entreprise privée. Il y a 30 millions d'enfants français aujourd'hui qui sont fichés par le test de Guthrie. Et le test de Guthrie, c'est pour détecter 3-4 maladies rares, 5-6 maladies rares plus exactement. En fait, c'est 6 mais 5 parce que une ne concerne que les Africains. Bon bref, le truc falciforme, là, le bidule, enfin bon bref. Et il y avait une chance sur 300, enfin de l'avoir, tout ça. Et je lui dis, le cancer, il y a 10 fois, 15 fois plus de chances que je le chope. Qu'est-ce que vous me proposez? Rien. Rien, je dis, c'est pas plus urgent de trouver des solutions pour le cancer au lieu de nous injecter tous ces trucs là. C'est pas plus intelligent de porter ces efforts sur les 145 000 morts annuels, 340 000 nouveaux cas annuels. Donc l'année d'après c'est 680 000, après c'est 920 000, après etc. C'est quand même grave. Les gens sont en train de mourir dans les hôpitaux, c'est juste en dessous ou en haut, dans le service cancéro, ils sont en train de crever. Qui fait quoi pour ces cas? Rien. On a perdu la guerre contre le cancer, puisqu'on ne soigne pas le cancer. Puisqu'une étude australo-américaine explique, elle a été publiée par le docteur Alain Scoy, qui explique que l'espérance de vie au-delà de 5 ans pour toutes les chimiothérapies est de 2,7% ou 6%. Au-delà de 5 ans. À dire, ah oui, pendant 2-3 ans, vous êtes vivant, oui, je suis guéri. Mais vous passerez pas les 5 ans, pour une grosse partie. 97% en général, c'est un petit peu la majorité. Hein. On gagne une élection à 97%. Donc je pose cette question, pas de réponse. Donc je le remercie pour toute sa gentillesse. Et je refuse cette mascarade, parce que, in fine, quand il y aura un problème, un gros problème avec votre enfant, il n'y aura plus personne. C'est fini. Les portes sont fermées. Donc, voici le chapitre Big Pharma, qui est un chapitre assez croustillant aussi, qui démontre bien que on croit vivre dans une société de progrès, de science, la modernité. En fait, c'est faux. Il n'y a rien de scientifique, c'est que des croyances et des dogmes. C'est comme la religion, c'est pareil. Sauf que la religion n'impose à personne de piquer quoi que ce soit. Elle a rien. La religion, c'est un culte personnel avec son Seigneur, c'est tout. Faut pas mentir, faut pas, voilà, c'est des trucs comme ça. Là, on vous dit, non, c'est obligé, c'est obligé. Vous savez ce qu'ils font? Ils prennent la femme qui vient d'accoucher, qui est en fragilité. Imaginez une césarienne ou une épisiotomie. Elle a quand même des points de suture, en veux-tu, en voilà. Elle est fatiguée, elle a passé un sale quart d'heure. Et vous savez ce qu'on lui dit quand elle refuse? Je vous jure, je plaisante pas. Hein. On va appeler le procureur, madame. C'est monstrueux. C'est quoi le rapport? Quel procureur? Mais ça va pas la tête. Vous voyez, enfin, et pour Badoff, il n'y a pas un procureur de libre là? C'est quoi le truc? Alors ils essayent de semer la graine de la discorde dans le couple, entre le mari et la femme. Oh là, c'est extraordinaire. Tout de suite, non. Après, la femme, au départ, elle est d'accord avec son mari, avec son époux, ils sont d'accord, ils ont compris, etc. Mais on n'est plus dans une situation normale. On est à l'hôpital, on est fatigué, elle vient d'accoucher, voilà, bon, le petit, il y a on est fatigué, en situation de fatigue, c'est une technique de torture connue, hein, en situation de fatigue, on est plus malléable. Donc, voilà, c'est aussi manque de sommeil, ça s'appelle, c'est le principe même d'une garde à vue. On fait manquer de sommeil au gars pour qu'il craque un petit peu. Donc, et ils profitent de ça. Ils profitent de ça, pourquoi? Pour vacciner. Mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Donc, on est vraiment, c'est des genres de, vous savez, c'est comme les témoins de Jéhovah. Pareil, c'est tous des petits témoins de Jéhovah avec leurs petits trucs, là, ils arrivent avec leur doctrine, là, ils disent, non, il faut. Ah bon? Oui, mais, non, il faut. Attendez, vous avez vu ça? Alors, si vous êtes vraiment sûr de vous, vous connaissez votre sujet, vous parlez bien, etc., vous les perturbez. Vous les perturbez, mais grave. Voilà. Parce que j'ai fait des gros dégâts là-bas. J'ai distribué des trucs et tout, j'ai fait des très gros dégâts. Par contre, si vous n'êtes pas bien
c'est pas votre domaine, et ma foi, encore heureux, on n'est pas tous calés en médecine, etc. Ils vous mangent, ils vous croquent tout cru. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils appellent tout le monde, il y a tout le service qui vient. Hein. Pourquoi vous voulez pas le Guthrie? Mais ça va pas, mais comment? Mais si, il faut le Guthrie, mais vous vous rendez compte s'il a ça? Je m'en fous, c'est mon problème. De quoi je me mêle? Je m'en fous. De quoi je me mêle? C'est votre fils? Vous allez le nourrir jusqu'à 18 ans? Non. Alors de quoi je me mêle? Occupez-vous de vos affaires. Vous m'avez proposé, c'est fini. Merci. Pourquoi cette pression psychologique? Pourquoi ce chantage? Là, on n'est plus dans la médecine. On a quitté la médecine. On est dans le chantage psychologique. Oui, mais il va mourir, il va... Oh, si on n'est plus dans la médecine, moi je m'en vais. Bon, vous êtes ici pour répondre à des questions médicales, à détecter des symptômes, pour trouver l'étiologie, pour me soigner. Vous n'êtes pas ici pour me faire peur, monsieur. Il a une chance sur bidule d'avoir des maladies rares. Soignez déjà le diabète, l'hypertension, l'autisme avec des chiffres astronomiques. On était à 1 sur 10 000 naissances, on est à 1 naissance sur 300 filles autistes et 1 naissance sur 150 garçons autistes. Ça vous intéresse pas de soigner cette maladie au lieu de venir nous emmerder avec votre Guthrie? On n'est plus dans la maladie rare à 1 naissance sur 150. Hein. Par contre, il n'y a pas de test pour l'autisme. Et toutes les maladies auto-immunes qui sont en train de sortir, le Crohn, etc., c'est le corps humain qui est en train de s'attaquer lui-même. Et on sait que c'est la vaccination. Bref. Donc je pense que c'est la quintessence du monde, de la décadence du monde moderne, puisqu'il y a tout dans ce système aussi. C'est qu'il y a le fric, il y a la technique, puisque Big Pharma va vous dire c'est la technologie, c'est le génie génétique, c'est les trucs, les nanobidules, ils vont vous faire peur, ils vont vous impressionner par la technique. Il y a tout, il y a le dogme, il y a la corruption des politiques, il y a tout dedans. Bref. Mais pour expliquer aussi pourquoi les gens sont devenus aussi stupides à croire ces morticoles, c'est qu'il y a quand même une subversion qui a été opérée sur eux depuis maintenant quelques décennies. Une vraie subversion. Une subversion minutieuse, de grande échelle, vraiment quelque chose d'assez exceptionnel qui a été fait. Et cette subversion, c'est un art. C'est un art. Sun Tzu en parle dans l'art de la guerre. J'en ai souvent parlé, j'ai parlé d'Yuri Bezmenov, Mikhail Schumann, qui était un transfuge du KGB aux États-Unis, qui a fait des conférences, il a écrit des livres, il parlait justement des étapes de la subversion militaire. Sauf que cette subversion, elle avait un intérêt, c'était celui de prendre des villes, mais après de les faire prospérer. Et ça durait des milliers d'années, c'est l'empire chinois, etc. Là non, là c'est une subversion pour détruire totalement l'être humain. Et que lui proposer à la place du système qu'on veut lui enlever, hein? Par exemple, parce qu'il faut revenir quand même aux faits, on a coupé la tête du roi, 1789. On est en France, on est dans un système royaliste, pas bien, caca, le roi, faut tuer. On coupe la tête, très bien, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous nous proposez à sa place? Ah oui, le progrès, vous allez voir, la modernité, super. Les lumières, on va vous illuminer. Vous étiez dans les ténèbres. D'accord, ok, on prend. Bien, beau projet. Qu'est-ce qui se passe in fine? On fait le constat. En fait, on est pire, on est dans des ténèbres encore plus profondes. Il n'y a absolument rien de ce qu'ils disent qui a été appliqué. Rien. C'est que des sauvages. Ils font que tuer, pour le fric, pour l'argent. N'importe qui maintenant peut prendre le pouvoir, n'importe quel pacoulin, n'importe quel truand peut gagner des élections en achetant les gens. C'est complètement ahurissant. Et on a changé quoi? En enlevant la religion, on a mis une autre religion à sa place. C'est la franc-maçonnerie. Et on a continué comme ça. Et ça, c'est important de revenir sur des choses simples, basiques, fondamentales. Qu'est-ce qu'on nous a promis? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Et qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? C'est comme ça qu'on fait tout le temps. On fait des bilans. On fait des bilans. Toutes les administrations, il y a la Cour des comptes qui est là pour faire des bilans. On a fait
une loi, un décret pour, par exemple, l'embauche des jeunes, bidule, tout ça. Au bout de 3 ans, on fait le bilan. Est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché? En général, ça marche pas, mais bon, c'est une autre affaire. Pour votre business aussi, personnel, les examens à la fin de l'année, c'est quoi? C'est un bilan de l'année, tout simplement. Est-ce que tu as révisé cette année? Si tu n'as pas révisé, ben, tu auras de mauvaises notes, point, mon petit. Oui, mais non, tu as révisé, tu as de bonnes notes, point. Il n'y a pas d'histoire. Tout le temps, on fait des bilans. Et il serait judicieux de faire ce bilan, quand même. Donc, la subversion, par contre, moi je l'ai traité, j'ai pris... C'est un sujet extrêmement vaste, vraiment. Beaucoup de petites techniques. En annexe aussi, il y a des techniques aussi de subversion. Mais c'est vraiment quelque chose de très vaste. Elle consiste en quoi? Elle consiste à faire une diversion des problématiques essentielles. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que, bon, le problème, c'est quoi? C'est la crise, c'est la politique, c'est la franc-maçonnerie. Pourquoi toutes les affaires à plusieurs milliards, ils sont impliqués dedans? La pédophilie institutionnalisée, la drogue. La drogue, pourquoi les flics ils font le trafic de drogue dans la BAC Nord de Marseille? On l'a toujours dit. Ben là maintenant c'est fait. Pourquoi ils font du proxénétisme? C'est l'affaire du Carlton de Lille avec DSK. Enfin bon bref, voilà, c'est des choses quand même assez graves. On parle de choses très graves. Hein. Extrêmement grave. Donc, et j'ai traité donc la subversion de plusieurs manières. Alors, bon, donc ce que je disais, la diversion, puis des techniques pour détruire le cerveau des gens, pour les rendre bêtes. C'est tout. Les rendre stupides, mais vraiment stupides, hein. Stupides à un point inimaginable. Et là, ça se fait, là c'est très vicieux. Alors, il y a 6 grands chapitres. D'abord le chapitre média. Chapitre média qui va contenir l'objet et le fond et la forme, c'est-à-dire l'objet télé. J'ai fait des conférences, on a fait des conférences, j'ai fait des vidéos sur le TV Lobotomie, le livre de Michel Desmurger, qui parle des dangers de la télévision en tant qu'objet, c'est-à-dire la fabrication de synapses neuronales. Avec la télévision, vous fabriquez moins de synapses. On parle de plusieurs milliards de synapses, hein. J'ai donné les chiffres, c'est effrayant comme chiffre, hein. Ça fait même mal à la tête. Qu'il y ait autant de trucs dans une si petite boîte crânienne, c'est vraiment effrayant. Mais bref, c'est la réalité. Il y a des synapses, il y a des dendrites, ça s'appelle comme ça. Et avec la télé, ils ont fait des tests bidules. Quand on n'excite pas le cerveau avec des objets réels, il fait jusqu'à 25% moins de synapses. Ils ont fait ça sur des souris, etc. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est 1 milliard de fois mieux pour lui de jouer avec un Lego que de regarder la télé, où il y a 4 milliards de Lego, ou des cours, ou Baby TV, etc. Ça le rend bête, ça le rend stupide, parce qu'il n'y a aucune interactivité, rien. Alors que là, il fait ça, après il va apprendre à le fermer. Après il le tourne, il voit des couleurs, il les touche, la texture, l'odeur. C'est monstrueux ce qui se passe. D'ailleurs c'est un truc, c'est pas calculable, vous pouvez pas savoir ce qui se passe dans sa tête. Après il va se retourner, il va prendre autre chose, il va jouer dessus, il va petit à petit son cerveau va fabriquer des synapses. Ces synapses, c'est si vous voulez, c'est comme un enfant qui va faire du sport quand il va être petit. Il va avoir les os et les muscles qui vont lui servir toute sa vie. Très important. Et ce qui va permettre après à remplir le cerveau de belles choses, de bonnes choses, et que ça va faire un bon fonctionnement. Si le petit il a fait 15 ans de télé dans la tête, et là je montre le schéma effrayant d'une étude allemande, dans lequel on a demandé à des enfants qui regardaient moins d'1 heure la télé et plus de 3h30 je crois à la télé, 180 minutes, 3 heures, de faire des dessins de petits enfants. Alors ceux qui ont regardé beaucoup la télé, ils font une tête et des bâtons, et ceux qui ont regardé moins d'1 heure, ils font les cheveux, les oreilles, les lunettes, la robe, ils la dessinent, les chaussures. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bon, donc à partir de là, quand on a formé des hordes de zombies physiquement, au niveau cérébral, maintenant il faut leur mettre du vide dedans, rien, des conneries, du Gangnam Style, du Shakira, des jeux, du jeu. On va les rendre bêtes. C'est très important.
Et bon, ça va être donc la puissance des médias. Et bien sûr, les médias vont servir aussi à propager une idéologie de haine. Hein, par exemple, la une de l'Express sur la CAF. Alors c'était quoi? Le vrai coup de l'immigration. Hein, c'est quoi? Donc une femme voilée, de dos, en bleu, avec sa gamine, qui vient piquer l'argent des Français. Alors que cette femme, on ne sait pas, peut-être qu'elle s'appelle Catherine, peut-être que, vous savez qu'en France, vous avez beau gagner 10 000 € par mois, vous avez droit à la CAF. Hein. Vous avez le droit à la CAF, vous avez 2 gosses, vous prenez votre CAF, c'est comme ça en France. Je crois qu'il n'y a même pas de plafond pour ça. Parce que vous avez cotisé, c'est normal aussi, vous avez cotisé pour la CAF. C'est normal quand vous faites un gosse, on vous rende cet argent. C'est tout à fait normal. Du moins, c'est comme ça qu'est bâti le système. Donc on ne peut pas reprocher aux gens d'aller récupérer leur CAF. Ça, c'est une chose. Peut-être que cette personne, comme je le disais, s'appelle Caroline ou Catherine. Donc ça, c'est encore autre chose. Et troisièmement, c'est peut-être le point le plus important. Quel est le vrai coût des paradis fiscaux? Cette question, elle peut être posée une fois dans l'Express. C'est-à-dire 520 milliards d'euros. C'est pas moi qui le dis, c'est la Banque de France, ça a été repris par le Canard enchaîné. Je traite de cette affaire. On parle de plusieurs centaines de milliards, de milliers de milliards d'euros qui disparaissent. Et là, personne n'en parle. C'est des paradis fiscaux. Donc on détourne l'argent du fisc. Ils veulent pas payer d'impôts, etc. Tout ça, on le sait. Le CAC 40, avec toutes leurs, on a les listes, le nombre de listes, le nombre de succursales et de filiales dans les paradis fiscaux de chaque entreprise du CAC 40. Jean-Louis Zambert en parle très bien dans ses bouquins. Hein, c'est pourquoi la crise, très 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 bon bouquin. Il n'y a pas que lui. Enfin, c'est sorti même dans les journaux. Quel est le coût traitant de cette affaire? Comment? Ils font de la fuite fiscale et ils sont toujours libres. Ils dirigent toujours ces entreprises du CAC 40. Quelque chose qui cloche quand même. Et quel est le coût de cette... c'est pas Sarkozy qui nous avait expliqué en 2007 qu'il s'en était fini des paradis fiscaux? Ben non. Donc il a menti, c'est une crapule, un menteur. Faut arrêter à un moment donné. Non, on a ramené une femme musulmane, c'est elle le problème. C'est elle, il faut la tuer pour qu'on respire. Quelque chose qui cloche, c'est grossier, c'est gros comme le nez au milieu du visage. C'est terrible. Et c'est à ça que ça sert. Et c'est qui fait ça? C'est le hobbit, là, le dégénéré, comment il s'appelle? Barbier. Monsieur Barbier. Voilà. C'est les grands experts. Lui, quand il va mourir, ça va durer 4 jours, le deuil national. Après, vous avez quelque chose de très 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 important qui a commencé dès le départ avec la Révolution, c'est Jules Ferry qui le disait, l'éducation publique. Alors ça, c'est une école d'abrutissement. On est vraiment là pour abrutir les gens. Et ça a accéléré ces 20 dernières années, 20-30 dernières années, d'une façon assez spectaculaire. Et pour s'en convaincre, il faut lire le livre de Sophie Coignard, Le Pacte immoral. Là, vous allez tomber, hein. Franchement, vous allez être choqués. Choqués. Alors, on fait des autodictés en France aujourd'hui. C'est le petit qui s'autodicte. Et s'il fait des erreurs, c'est pas grave. Et les seuls profs courageux, ils font des dictées sur feuilles volantes pour ne pas se faire attraper. Sinon, ils sont punis. Et vous savez comment ils sont tenus, les profs en France? Par les mutations. Et bien sûr, les notes pour s'élever sur les salaires, etc. Mais au départ, pour les cadrer très vite, c'est les mutations. Ils travaillent à 200, 300 km de chez eux, et s'ils font les cons, ils resteront très loin, toujours très loin. Donc c'est comme la médecine, c'est partout pareil. Hein. Il y a le battant, si vous voulez sortir des clous. Et ça, c'est hallucinant. Hallucinant ce qu'ils leur mettent dans les manuels scolaires. Ils parlent de sorcellerie, de gothique, c'est grave. Et le résultat est là. Je suis désolé, je me mets dans le sac. On fait tout de suite une dictée, on va voir combien de fois tu auras. On rigolera moins tout de suite. Mon père, à l'âge de 10 ans, il a écrit un courrier de 3 lettres à son père. Il a fait, je crois, 2 ou 3 fautes. Avec une écriture cursive magnifique. Magnifique! À l'âge de 10 ans, l'école normale supérieure. Donc il y a quelque chose qui cloche, la formation a changé. Quelque chose qui cloche. Aujourd'hui, rédaction au baccalauréat, 209 fautes d'orthographe,
11 sur 20. Ou 206. 206 fautes d'orthographe. 11 sur 20. Il a le bac, le gars. Voilà comment on détruit une nation. En formant des dégénérés, et ces gens-là qui ont le bac, et ils vont aller où? Qui ont le bac, on leur donne le bac. Ils vont aller dans les universités. Et on remplit nos universités d'abrutis. Et c'est comme ça qu'on en arrive avec des communiqués de l'Élysée avec 6 fautes d'orthographe. 4 lignes. 4 lignes, 5 lignes. Je l'ai mise sur mon site. Je l'ai mise. On a souligné les fautes. Le communiqué de l'Élysée. L'Élysée. Puis, vous savez, j'ai oublié de parler de 2-3 points, mais vous les retrouverez dans le bouquin au niveau des médias. Très très important pour comprendre la puissance et la corruption des médias. Il faut parler des affaires concrètes, notamment News of the World, Murdoch, la corruption des flics, la mise sur écoute des gens. On nage en plein délire, on est en enfer là. Murdoch n'est pas en prison que je sache. L'affaire de Reporters sans frontières, avec ce guignol le petit roquet là qui se fait passer pour un grand démocrate, Robert Ménard, agent de la CIA. Je vous le dis tout de suite. Lisez le livre de Maxime Vivas, RSF, Reporters sans frontières, le livre bleu de Maxime Vivas, ou regardez ses conférences sur Internet. Lisez le livre de Maxime Vivas, RSF, Reporters sans frontières, le livre bleu de Maxime Vivas, ou regardez ses conférences sur Internet. Je l'ai lu le livre, c'est effrayant. Financé par la NED, la CIA, le fric, l'idéologie, tout. Il protège les Américains systématiquement. Enfin, bon, il y est plus, certes, mais le RSF, mettons Ménard de côté. RSF, c'est une création de la CIA pour contenir le mécontentement. Voilà. Ça, c'est de la vraie technique de subversion. C'est-à-dire même les mécontents, ils sont avec le camp d'en face. Bon, la caste politique, là, c'est simple, c'est très simple. Il y a eu l'éducation nationale pour le niveau primaire, bidule, jusqu'au bac. Et après, il y a l'université. L'université, c'est très simple. Vous fabriquez l'ENA. ENA, qui en verlan veut dire Anne, c'est une usine de bourricots. Voilà. Il y a un livre qui vient de sortir il y a quelques semaines d'un énarque qui explique très simplement comment on fabrique des bourricots avec cette école. C'est simple. Alors, compétitivité exacerbée, le premier, il va avoir, les 5 premiers vont avoir des postes, les autres, bon, c'est des losers, c'est la guerre totale, enfin, ils sont pas là pour étudier, ils ont fabriqué des requins. Donc, il suffit juste de fabriquer une école comme ça, qui, bien sûr, qui va faire des cours dans cette école, à votre avis? Qui va faire des conférences? Des Georges Soros, des Jacques Attali, des dégénérés. C'est simple. Donc, c'est quoi le paradigme, le dogme? Ultralibéral. Rien d'autre. Et on fabrique des écoles. Rockefeller l'a compris depuis un siècle aux États-Unis. Ils ont toujours un petit tour d'avance là-bas. Et c'est aussi simple que ça. Ils ont fabriqué des élites qui leur mangent dans la main, puisque c'est tout leur paradigme intellectuel et l'empire. Voilà, c'est tout simple. Et c'est ce qui nous donne des promotions complètes qu'on voit au gouvernement. C'est tous des copains, des cousins et des coquins. Ils se marient entre eux, Hollande royale, etc. C'est les parrains des uns et des autres pour les enfants. Voilà, et on tourne en rond. Quatrième technique de subversion, c'est la destruction de la cellule familiale. Ça, on peut dire que on le met en premier, mais c'est le plus important, certes, mais c'est tout s'interconnecte. La destruction de la cellule familiale, c'est pas compliqué. On a dit à la femme qu'il fallait qu'elle s'émancipe, donc il fallait qu'elle travaille. Donc c'est qui va éduquer ses enfants? C'est l'école de la République. Vous voyez le lien. Après, on va lui expliquer qu'elle est l'égale de l'homme, alors que pas du tout. Comme l'homme n'est pas l'égal de la femme. Hein. On n'est pas égaux, point. Voilà, chacun son rythme, chacun sa physiologie, sa physionomie. On n'est pas égaux, on est différents, on est complémentaires. C'est magnifique, c'est ce qui fait le charme. Donc il faut arrêter de délirer avec ces histoires. Sinon, si on est égaux, je veux voir un championnat de foot mixte. Je veux voir des combats de boxe mixtes. Si on est égaux, je veux voir ça tout de suite.
Non, on n'est pas égaux, chacun, voilà, la psychologie féminine est une chose, masculine est une chose, et la vie est franchement très belle comme ça, tout va très bien, mais il faut arrêter le délire. Donc, et après ça, la femme, donc, elle le croit, hein, elle est née dans ça, donc elle le croit, mais dans le réel, quand elle va au boulot, ben non, c'est pas vrai, c'est faux, on n'est pas égaux, elle a un salaire moindre au même poste. Elle n'a pas, parce qu'à un moment donné, il y a ces hormones qui la rappellent à la réalité, elle veut faire un gosse, voire deux, voire trois, elle veut vivre, elle veut créer, enfin, elle veut être en accord avec sa conception, son but. Donc bon, ça va couper un petit peu le travail. Il y a la grossesse, il y a le truc, bon bref. Donc l'ascension professionnelle est coupée. Donc si on veut être une femme dans ce monde, il faut être une Caroline Forest. Ah ben oui, ah oui, non mais c'est catégorique. Pourquoi? On est dans un système mercantiliste. C'est l'argent, l'argent, l'argent. Hier, j'étais dans un magasin à Paris. J'étais devant la porte parce qu'il faisait froid et j'attendais mon épouse et le surveillant il me fait s'il vous plaît vous pouvez pas rester là, il y a le compteur d'entrée et de sortie. Il y a un compteur qui calcule le nombre d'entrées et de sorties pour voir le chiffre d'affaires, les jours, pour comment ça se fait qu'aujourd'hui il y a eu 400 clients, qu'il y a eu tel chiffre, là il y a eu 600 clients, il y a eu moins de chiffres, ça veut dire que vous travaillez pas bien. C'est des malades mentaux, c'est des fous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. Vendre la bonne marchandise, elle se vendra au bon prix, c'est tout. C'est tout. Vends quelque chose de correct, de joli, à un bon prix, point. Ça se vendra. Ça, la pub, elle se fera. Mais non, ils grattent le centime près. Le centime près. Donc une femme qui n'est pas là, qui n'a pas suivi le truc, vous croyez quoi? Il va lui faire des cadeaux? Mais il en a rien à cirer, c'est une perte. C'est une perte sèche. Ils embauchent même pas s'ils voient la femme, elle est jeune, elle vient de se marier, bidule, il va trouver une excuse pour pas l'embaucher parce qu'il sait qu'elle va être enceinte dans pas longtemps. C'est comme ça que ça fonctionne, les embauches en France. Donc il faut arrêter le délire, c'est contradictoire. Le choix économique sociétal est violent. Il est contre la maternité. Donc il faut jamais faire d'enfant. Donc il faut nier, c'est une négation de sa condition de femme. Ça, il faut le dire. Avouons-le, on l'assume, on fait ce choix, mais après il ne faut pas pleurnicher quand on se retrouve seul, comme un con, le restant de sa vie, surtout quand la boîte pour laquelle j'ai fait tant de sacrifices a fait faillite et qu'elle m'a jeté comme un Kleenex usagé. Parce que ça aussi il faut le dire. Hein, les Florange, Bidule, Renault, Peugeot, tout ça là. Hein, que les types ils travaillent comme des esclaves depuis 20 ans, ils sont jetés à la porte pour faire plus de profit en allant en Roumanie, je ne sais où. Ça aussi, il faut le mettre dans la balance, hein, attention, hein, parce que les sacrifices, pour qui on les a fait? On le fait pour le fiston qui sera toujours là, ou on le fait pour une entreprise du CAC 40 qui va vous échanger pour quelques dollars de plus. Bref. Donc, on a facilité le divorce, on a facilité aussi le divorce pour la femme, on a pornographisé le monde, le commerce, les médias, tout. L'avortement de confort, on a 4 milliards de techniques comment on appelle ça, de contraception, pourtant il y a toujours les mêmes chiffres d'avortement. Ça fait mal au crâne, on ne comprend plus rien. On enlèverait toutes ces techniques de contraception qui sont cancérigènes pour la plupart, il y aurait les mêmes types d'avortement, on ne comprend plus rien. Donc maintenant on avorte, on prend une pilule du lendemain, c'est des trucs hyper violents au niveau hormonal, on prend ça comme des Smarties, on continue, c'est bien, bravo. Théorie du gender, c'est génial, des nouvelles technologies sociétales, créées par des lesbiennes hystériques de Palo Alto en Californie, hein, le siège mondial du satanisme, ça il faut le savoir, l'église de Satan, etc. C'est une réalité, hein, par Judith Butler, etc. On les connaît toutes, hein. On les connaît toutes. C'est toutes des lesbiennes hystériques, et moi je refuse de me faire dicter ma vie sexuelle, sociétale, familiale, par des lesbiennes et des homosexuels. Je pense qu'il serait plus sain qu'ils s'occupent de leur business et qu'on s'occupe du nôtre. Voilà, c'est pas méchant, je leur en veux pas, ils font leur vie, mais je fais la mienne. Mais il sera jamais question que je me fasse dicter mes choix sociétaux par une bande de lesbiennes hystériques. Ça c'est catégorique, ça il faut bien qu'ils le comprennent et c'est pas négociable.
Donc ça, c'est la technique de la destruction de la cellule familiale, et ça a marché. Hein. Maintenant, on a des enfants qui se retournent contre leurs propres parents pour une fessée, qui portent plainte. Il y a des gens, moi je connais des gens qui ont fait des gardes à vue, ils sont partis menottés parce qu'il a giflé sa fille. Un papa. Je plaisante pas, c'est réel. Quand on a commencé, quand on a foutu la discorde dans la famille à ce point, c'est-à-dire qu'une fille se retourne contre son père pour rien, parce qu'il n'y a aucune raison, une gifle, faut arrêter le délire. D'ailleurs, je vais même vous dire comment a fini cette histoire. Elle a fini très violemment, puisqu'il y a eu un abandon de famille. Le père est parti, hein, il a abandonné tout le monde. Il a refait sa vie. Il a abandonné tout le monde. Vous êtes des fous. Moi, voilà. Ça va trop loin, là. Donc, ils ont gagné. La cellule a été détruite, la cellule familiale. La fille, elle a gagné. Bravo. Maintenant, on va voir si le monde va la protéger comme son père aurait pu la protéger. On va bien rire. Cinquième technique, le cirque, l'amusement intégral. Jeux, télé, foot, sport, l'amusement intégral. Jeu de hasard, quand je disais jeu, hein, ces jeux de hasard, vous avez vu la déferlante de Betclic et de Patrick Bruel et toute la clique. Ils le savaient, ça. Hein. C'était interdit. Pourquoi c'était interdit, à votre avis? Pourquoi c'était interdit, le jeu sur Internet? Vous croyez qu'ils sont cons, nos politiques? Ils le savent. C'est interdit parce que ça va être une catastrophe. Eh bien, on y est. On a amené la catastrophe à la maison. Et là, encore une fois, il y a des exemples réels. Il y a des gens qui ont perdu la boule, qui ont ruiné la famille sur Internet. Ils ont joué toutes les économies sur Internet. Voilà, en Paris, c'est parti. On parie sur tout maintenant. Donc, ils le savaient, ça crée des ludopathes. Ils le savaient. Eh bien, ils l'ont fait. Bien sûr, sans oublier la technique de base à l'indienne, drogue et alcool. Ils ont drogué tout le monde, ils ont shooté tout le monde. Voilà. Les vieux, les Français, on va dire, ça va être le pastis, les Marseillais, etc. Ça va être l'alcool, le vin, etc. Les jeunes, les Maghrébins, les Noirs, ça va être le shit. Fume, mon gars, fume. Les Indiens, il manque plus que les couvertures avec les tiques. C'est tout. C'est tout, je vous assure, il manque plus que ça. Et ils vont les détruire. Et ils sont tous maintenant les yeux écarquillés, tout rouges, ou sinon, avec comment on appelle ça, la maladie de l'alcoolique, là, avec le visage tout rouge, et les trucs qui pètent, là, les artérioles qui pètent. On est tous à ce niveau-là, hein, aujourd'hui, hein, tous. Avec une promotion, on le sait maintenant, qui finance tout ça, on sait d'où vient cet argent, on sait qui est derrière tout ça. C'est le roi du Maroc qui prépare le shit, et c'est l'élite politique française qui le commercialise. Point à la ligne, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Celui qui dit le contraire est un menteur. Enfin, la sixième technique, une technique de subversion extrêmement efficace, c'est celle la plus moderne, c'est le terrorisme d'État, c'est le 11 septembre, c'est Gladio, Ergenekon, le GIA algérien, l'affaire Alibaba en Irak, voilà, c'est on tue, on dit que c'est Intel, voilà, c'est la Première Guerre mondiale, c'est le golfe du Tonkin, le Vietnam. Il y en a des centaines. Il y en a des centaines de cas comme ça. C'est des recettes qui sont utilisées depuis 2 siècles par la maçonnerie dégénérée et criminelle, et ça marche toujours. La dernière affaire en France, c'est l'affaire Mera. On a eu l'affaire Kelkal. Tout le monde sait que c'est l'État algérien qui l'a faite, sauf que l'État algérien, c'est l'État français, hein, que ça soit clair, net et précis. Les généraux algériens au pouvoir, ils travaillent pour la France, donc Kelkal, c'est la France. C'est pour ça qu'ils ont camouflé le cas. Et c'est pour ça qu'ils ont tué Kelkal. Le gendarme, quand il a dit bute-le, finis-le, ils pouvaient l'avoir vivant. On le tue comme ils ont tué Kelkal, comme ils ont tué Mera. Et l'affaire Mera, elle est claire, elle est simple, nette et précise. C'est une fumisterie. Fumisterie. Pourquoi? Elle rentre dans le discours et on est en train de diaboliser l'islam, puisque c'est l'ennemi à abattre. C'est pas les banksters qui ont ruiné la planète, c'est pas les big pharma qui tuent les gens, hein. Ben voilà, enfin, moi j'ai un patient, il a pris du Mediator, il a eu une crise cardiaque, il a plein de problèmes cardiaques, il s'en fout de l'islam, il s'en fout de, voilà. Il a 6 ou 7 gosses, il est jeune en plus, quelqu'un de très gentil, voilà, son problème c'est Big Pharma. C'est Big Pharma qui a détruit. C'est pas l'islam. Voilà. Il n'y a même pas d'islam en réalité. Il n'y a plus d'islam. Il a été modernisé l'islam comme le reste.
C'est tout. Il y a encore 3-4 voiles, mais c'est tout. Prenez les pays musulmans, mais il n'y a plus d'islam du tout. Ils pratiquent l'usure, ils pratiquent tous les interdits. Il y a juste ça, il y a les mosquées un petit peu pleines, c'est tout. Mais c'est comme voilà, c'est comme Rockefeller qui va à la mosquée, à l'église. Vous savez que John D. Rockefeller n'a jamais raté une messe. C'était un grand voyou. Donc faut arrêter le délire, ça n'existe pas, c'est laïcisé. On essaye même, Tariq Ramadan est en train d'essayer de laïciser l'islam avec son centre éthique au Qatar, financé par l'Amérique. Enfin, soyons sérieux. Soyons sérieux. On sait de quoi on parle ou on dit des bêtises et on dit une discussion de comptoir, on va en barre du coin. Bref. C'est ce qui m'a poussé à écrire le chapitre suivant, c'est Lettre ouverte à Éric Zemmour, qui expliquait au monde entier qu'on devrait, c'était normal que les Noirs et les Arabes aillent en prison, puisque c'était en général des délinquants. Oui, pourquoi pas, c'est vrai, j'ai travaillé au Boumet, en prison, centre pénitentiaire, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Maghrébins. C'est vrai. C'est vrai. Sauf que, il y a des raisons sociétales, anthropologiques. Faudrait les citer, faudrait en parler. Jamais Zemmour n'en parle. Pire encore, il omet systématiquement, puisqu'il parle de liberté d'expression, je vais en user et en abuser de liberté d'expression. Il parle jamais de la mafia juive. Pourquoi? Pourtant, du Goldman Sachs et du Madoff, il y en a. C'est des centaines de milliers de milliards à chaque fois. La drogue, la mafia américaine. Alors j'ai fait une petite lettre ouverte où j'ai fait un petit récapitulatif de la puissance de la mafia juive, qui dans la tête de certains abrutis ça n'existe pas, parce que c'est des gens bien, alors que non, c'est des gens comme tout le monde. Il y a des mafieux chez eux, comme il y a des mafieux chez les Chinois, les Napolitains ou les Yakuza japonais, comme chez tout le monde. Et il y a des gros mafieux, et des méchants mafieux, des très méchants mafieux. Bugsy Siegel, Las Vegas, c'est quelqu'un d'extrêmement violent. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Le trafic d'organes, le trafic d'ecstasy, tout le trafic de TVA, taxe carbone, c'est la mafia juive, trafic d'armes, les oligarques russes, bref. Donc, soyons un petit peu sérieux et cessant toute cette mascarade et parlons des sujets qui nous importent. Qui a ruiné une nation aussi forte que la France? Est-ce que c'est l'islam? Qui a ouvert les vannes de l'immigration? Est-ce que vous ne croyez pas que les Maghrébins seraient mieux chez eux? Un Maghrébin de je sais pas moi, de 15-20 ans, est-ce que vous trouvez normal qu'il aille braver les mers du détroit, la mer du détroit de Gibraltar en plein hiver, couler comme une enclume, se faire bouffer par les poissons? Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'un Maghrébin se retrouve à faire ça? Et même, c'est complètement délirant. Il est bien chez lui, le Maghrébin. Il a un pays. Pourquoi il vient ici? Pourquoi il veut se sauver? Parce qu'il y a des raisons à ça, il faut les donner. Et qui a ouvert les vannes? Pourquoi on a ramené toute cette masse, des millions d'étrangers on le sait, tout le monde le sait, ça commence à se dire, jouer sur les salaires, baisser les salaires et la pression pour le chômage, etc. On le sait tout ça. On le sait. Et créer, et là c'est le secret ultime, créer des conflits civils. Il fallait pour créer une guerre, il faut 2 protagonistes forts. Il ne faut pas un lion et une souris. Non, il faut 2 protagonistes forts. Comme ça, ils se tapent dessus bien et ça dure longtemps. Donc ça, quand est-ce qu'on va le dire? Quand est-ce qu'on va se réveiller pour le dire? Ou est-ce qu'on va encore nous manipuler encore des siècles? Bref. Donc, tout ceci est limpide, dans le livre j'en parle, c'est très simple, les faits sont nombreux, c'est par milliers, donc c'est pas discutable, c'est vraiment pas discutable, c'est juste une question de paradigme, soit vous voulez voir la réalité, soit vous ne voulez pas la voir. Puis enfin le livre va finir sur 3 chapitres que je trouve très très importants, très très intéressants. C'est les chapitres sur la spiritualité, la religion moderne, la spiritualité moderne, et enfin la chronologie du paradigme moderne. Donc je prouve par A plus B, le plus simplement du monde, que la spiritualité, c'est quelque chose d'inhérent, c'est quelque chose de fondamental à tout être humain. Je vais le résumer en 30 secondes, vraiment 30 secondes. Parce que les gens, vous savez, ils disent tous, je crois que ce que je vois,
même si c'est mal interprété. Non, 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 mais moi, de toute façon, enfin, je ne, voilà, ils vous disent tous, voilà, tant qu'il faut que ça soit dur, il faut que ça soit matérialisé, ce qui est tout à fait normal et naturel, puisqu'on est dans un siècle de matérialisme. C'est le Kali Yuga. On est dans la partie du cycle de la solidification. Donc on a négligé tout ce qui est spirituel pour finir sur tout ce qui est bassement matériel. Je dis ok, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est vrai puisque c'est le principe du livre. Je prends les faits, j'utilise les faits aussi, les faits matériels pour les dénoncer. Pas de problème. Maintenant, si tu as raison, on va aller jusqu'au bout. Tu es marié, oui. Tu as des enfants, oui. Tu aimes ta femme, oui. Prouve-le. Matérialise-moi cet amour, quantifie-le. Je l'aime beaucoup comme ça, comme avec les enfants, comme ça ou comme ça tu m'aimes. Enfin, ça n'a aucun sens. Combien tu aimes, enfin, c'est pas matérialisable. C'est pas matérialisable. La fraternité, est-ce qu'elle est matérialisable? La haine, la jalousie, l'envie, c'est des choses qui font tourner le monde. Qui font tourner le monde. Les tribunaux sont pleins de problèmes de jalousie et d'envie. Le voisin qui a construit un truc, oui, non, il n'a pas le droit, je vais, puis boum, la femme, le divorce, ça fait tourner le monde. C'est ces sentiments-là, qui ne sont pas matérialisables, quantifiables, on ne peut même pas les décrire. C'est juste des sensations. Autre chose pour finir, la confiance. La confiance. Pourquoi je te fais confiance ou je te fais pas confiance? La confiance qui gère l'économie. J'achète quelque chose, j'estime que le prix va augmenter, que je vais revendre, donc je vais faire un bénéfice. C'est ça la confiance. L'économie entière, la bourse, la spéculation entière fonctionne sur un sentiment qui n'est ni matérialisable, ni quantifiable, et qui est de surcroît totalement surévalué par rapport à des brigands. C'est-à-dire ils font confiance à des guignols. Donc c'est quoi la confiance? C'est rien. C'est un sentiment, la confiance. Donc positionnez-moi la confiance dans le paradigme scientiste progressiste. Il n'a pas sa place. La confiance n'a pas sa place dans le monde moderne. Et pourtant elle fait tourner le business. C'est curieux quand même. Donc tout ceci, toutes les certitudes du monde moderne s'écroulent. C'est du pipeau. C'est pas parce que les gens n'ont pas pensé à toutes ces problématiques qu'ils ont le droit de donner leur avis sur des sujets aussi sérieux. Voilà ce que j'ai à dire. Après, bien sûr, je traite... Bon, il faut quand même traiter du coupable. Hein, et quelle est la meilleure place que la fin pour partir en apothéose et parler du coupable, c'est-à-dire la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie qui est une secte, hein, c'est pas un club de réflexion ou un thé philosophique, un salon philosophique. C'est une secte destructrice qui pratique un culte dans un temple. Donc le culte, il est pratiqué en faisant des rituels. Un rituel, c'est quelque chose, c'est des actes précis. Hein, on tape à la porte, on rentre, on fait quelque chose, une procession, on a des habits avec de la symbolique maçonnique, etc., etc. Donc le temple, c'est le temple de Salomon, systématiquement prophète de Dieu, Salomon, David. Hein, vous connaissez l'histoire. C'est pas, je sais pas moi, qu'ils inventent, qu'ils ont quand même inventé un truc à eux. Non, le temple de Salomon. Très curieux. Temple de Salomon qui est où? En Palestine. Très curieux. Donc non seulement c'est le temple de Salomon dans la nomination, mais dans toute la structure. Hein, c'est-à-dire les colonnes jaquinéboises, l'orientation orientale, les chaises, tout, la voûte étoilée, c'est quand même, ça va loin, ça va très loin. C'est-à-dire ils savent ce qu'ils font. Bref. Et ils vous disent que nous sommes une société qui veut le bien, on s'occupe pas de politique, on veut que le bien de l'humanité, bla 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 bla. Vous allez voir leur charte sur internet, j'ai mis les parts de la charte magnifiques, on s'occupe pas de politique nous. Nous on est des philosophes. Et après vous trouvez un courrier de Stéphanie François, patron de la GLNF, qui soutient Sarkozy et les ministres qui étaient en difficulté, tous des corrompus, des voleurs. Notamment l'affaire Boutin, chrétienne démocrate, qui est soutenue par Stéphanie. Ça fait réfléchir.
Christian Blanc, toute la clique. Christian Blanc, l'affaire des cigares, hein, qui ont été volés par le directeur de cabinet de Christian Blanc, qui est aussi directeur de cabinet de Stéphanie, qui vole les cigares de la République et il les emmène à la loge. Ça a été jugé dans un tribunal. Regardez la mesquinerie de ces gens. Bref, donc ils mentent, ils disent qu'on s'occupe pas de politique, ils s'occupent que de politique, ils font que ça. Au gouvernement, il n'y a que des francs-maçons. Que des francs-maçons. Je croyais qu'ils s'occupaient pas de politique. Dans leur sujet, c'est que la politique. Ils s'occupent, tous les marchés publics sont maçonnisés. Je viens d'arriver à Nîmes sur l'avenue Jean Jaurès. C'est effrayant. Il y a une pyramide avec 2 gars. Jacqueline et Boaz. Vous avancez juste après, il y a l'entreprise Triangle. Juste avant, il y a, de l'autre côté, il y a le Phénix ou l'Égyptien avec des pyramides. Après, il y a les banques, les mutualités, c'est que des pyramides. Enfin, c'est hallucinant. Ça s'appelle des signatures. On est là, on domine, on contrôle, c'est à nous. Et vous ne pouvez pas faire les vrais marchés publics, du BTP, etc., si vous ne faites pas partie de cette secte immonde. Et on le sait, les scandales sont innombrables. Alors, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire que nous sommes des maçons et nous pratiquons le secret d'appartenance. Ce qui est la preuve, encore une fois, de l'aspect sectaire. Hein, vous entrez aujourd'hui dans une synagogue, une mosquée ou une église, vous tapez à la porte, vous leur dites je veux me convertir, ils vont vous expliquer le culte, il y en a pour 30 secondes. 30 secondes. À part pour le judaïsme, c'est un peu plus complexe, mais c'est très simple. Non, c'est vrai que c'est un peu plus complexe. Il y a une formation, il y a il y a une formation, tout ça, mais c'est la même chose. Il y a une formation, un minimum de formation. Après, faut connaître quand même. Il y a des cultes à pratiquer quand même. Faut pas abuser. Bref, la maçonnerie, non. Cooptation, secret d'appartenance. Après, on va vous dire oui, mais on a souffert en Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais on est en 2012, tocard. Il n'y a plus de Deuxième Guerre mondiale, il n'y a plus aucun risque. Arrête ton délire maintenant. Quel risque? Qu'est-ce qui va te faire du mal là? Tu plaisantes? Ils s'en foutent les gens de toi. Donc c'est quoi le secret? Tout le monde s'en fout de la franc-maçonnerie, ils ne savent même pas ce que c'est. Alors de quoi il a peur? Ben si, il a peur que d'une seule chose. C'est que ces turpitudes soient découvertes. Et après ils ont le deuxième secret. Ils ont 2 secrets les francs-maçons. C'est le secret de l'initiation. C'est quoi ce truc? Ça, c'est un petit piège à con. C'est vraiment un piège à con. C'est-à-dire, vous prenez un enfant, il dit, qu'est-ce que j'ai là? Et vous avez son attention pendant 10 jours. Il veut savoir ce qu'il y a là-dedans. C'est tout. C'est tout, ça s'arrête là, ils n'ont aucun secret. Il n'y a pas de secret initiatique. Ça n'existe pas. Ça saurait. C'est que des voleurs, des partouzeurs, des pédophiles, des criminels, des corrompus. Voilà, c'est tout. Mais attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je parle des hauts degrés. Je parle pas des loges bleues, du maître maçon, là, de l'apprenti, du compagnon. Ces guignols, là, j'en parle pas, ça ne sert à rien. Ça, c'est la vitrine. Vous savez, toutes les sectes ont une vitrine. Et par exemple, la vitrine de la maçonnerie, c'est le Lions, le Rotary. Philanthropie, on fait dans des subventions, des bourses des étudiants en Afrique, voilà, on va supporter le combat de la libération de la femme, les femmes battues, des trucs comme ça. Et ça marche aussi par cooptation, ça a été fondé par des francs-maçons, Melvin Jones, etc. Et ça contient dans ses rangs les femmes des dictateurs africains, par exemple. Leila Ben Ali, Suzanne Moubarak, des grands criminels. Des assassins. Leila Ben Ali a tué des gens de ses propres mains. C'était une sorcière, une droguée, une alcoolique. Elle se faisait appeler Leila Djinn, tellement elle était adepte de cette boisson, mais alcoolique. Elle rentrait chez elle sur le dos de son garde du corps. C'est ça que contient la maçonnerie. C'est hallucinant. Suzanne Moubarak, toute la torture, les meurtres, etc. Elle fait partie du clan Moubarak. Et les milliards qu'ils ont détournés, les milliards d'euros, de dollars plutôt, qu'ils ont détournés, elle, son fils Gamal et compagnie, toute la clique. Donc c'est ça, la maçonnerie, c'est ça l'humanisme. C'est ça. Tous les Noirs africains, tous et les Maghrébins, tous sans distinction, sans francs-maçons, je les ai tous cités. Tous. Tous. Il n'y a pas, oui, mais lui, non. Non. Tous. Des bocassas, des criminels. Mais des fous furieux. Mais francs-maçons. Ils arrivent à Paris avec leur présent. Ils font bisous avec Stéphanie.
Normal, mon grand maître, cher frère, vénérable maître, est-ce que ceci est sérieux? Voilà. Toutes les grandes affaires des détournements d'argent politique, l'affaire des frégates, toutes les Clearstream, toutes les grandes affaires françaises dans lesquelles des milliards ont disparu. La dernière, l'affaire Apollonia, le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel. Vous connaissez le Crédit Mutuel? C'est une pyramide. C'est signé. Donc le Crédit Mutuel, 1 milliard d'euros. Voilà, disparu. C'est une mini-affaire subprime. C'est le plus gros scandale français de tous les temps quasiment. Hein. C'est une petite page sur la Provence. Vous voyez à quoi ça sert les médias? Ils ne peuvent pas camoufler parce que bon, il y a trop de gens concernés, trop d'argent, mais petite page, petit encart très petit, dans la Provence, ça en parle très très peu. Par contre, vous saurez très vite que JR est décédé. Hein, que par exemple, Justin Bieber n'est plus avec la gruche qui lui sert de campagne. Ça, c'est en première. Hein. Vous trouverez ces informations. Enfin, c'est complètement ahurissant. Ahurissant. Vous trouverez Gangnam Style partout. Partout. Il a atteint 800 millions de vues. Est-ce que ça, c'est normal? C'est pas normal. Là, c'est complètement ahurissant. Enfin, on parle pas des choses importantes. C'est grave. Donc, à un moment donné, comme je le disais, il faut parler des choses sérieuses qui nous concernent, notamment donc la franc-maçonnerie avec toutes ces succursales, hein, que ce soit le Club Le Siècle, les Bilderberg, le CFR, le Council of Foreign Relations de Rockefeller, etc. Il faut parler de tout ça pour expliquer aux gens que oui, il y a complot contre leur liberté, contre leur raison, contre leur âme, contre leur corps, Big Pharma, contre leur être, leur totalité. Il y a un complot de gens qui sont ennemis de l'humanité et qui veulent du mal à l'humanité. Il n'y a pas de honte à le dire, il n'y a pas de problème à le dire, c'est une réalité. C'est une réalité, je crois le prouver. Et je pense pas que ça soit si extraordinaire. Ça a toujours existé, il suffit juste d'ouvrir les yeux. Voilà. On a changé petit à petit la mentalité des gens, on leur a imposé des dogmes, des nouveaux dogmes, parce que quand vous enlevez la doctrine religieuse, ça laisse un vide, faut le remplir. Vous ne pouvez pas le laisser vide, hein, c'est impossible. Sinon l'être humain, il s'effondre. C'est pas possible. Donc il faut mettre quelque chose dedans. Ils ont mis quelque chose dedans, donc ils ont mis le darwinisme, le marxisme, le freudisme. Voilà. Après, quand vous extrayez Dieu du cœur des gens, faut bien expliquer la création. Darwin est là pour s'en charger. C'est clair. Quand vous avez enlevé Dieu du centre de la réflexion, l'église, la mosquée, elle est où? Elle est au milieu du village. Toujours. Et on construit tout autour. Bon, il y a la rivière aussi, parce qu'en général, on construit une ville au niveau d'un point d'eau, mais bon, l'église, et on construit tout autour. Donc, maintenant qu'on a enlevé l'église, c'est quoi le sujet principal? C'est l'homme. C'est l'homme, son bonheur, l'argent, le pouvoir. Qui c'est qui va s'occuper de ça? Marx et Freud. Marx, il va se prendre le côté argent, le fric, l'argent, la matière. Donc, ils vont tout gérer, tout calculer par rapport à la productivité. L'unité de travail, l'unité de production. Complètement débile. Complètement débile. C'est complètement absurde. Ça n'a aucun sens. Mais avec l'industrialisation, ça s'imposait d'elle-même. L'usine était née. Le métal était né, la technique était née, donc il y avait une surproduction, donc il fallait écouler tout ça. On y était. Il y a tout. Ça c'est la providence. Hein. Il y a tout qui vient au même moment pour créer ces problématiques, ces questionnements. Et Freud, il va s'occuper si vous voulez, de finir le travail des âmes dérangées. C'est-à-dire, maintenant qu'on a fait ça, on fabrique que des déglingués qui n'ont aucune réponse à leurs questions, que des fous, et il faut les soigner. Freud est là pour s'en occuper. C'est un franquiste dégénéré, adepte d'une secte qui s'appelle le franquisme, de Jacob Frank, qui était la deuxième réincarnation de Shabtai Zevi, qui était un sataniste, qui se prétendait être le Messie, en 1666. Et donc je reviens à Freud.
Donc Freud, qui était un cocaïnomane, incestueux, il a couché avec sa fille et sa belle-sœur. Il dit dans ses bouquins, dans ses courriers, dans ses correspondances, que ses enfants étaient violés par leur père. Ses frères ont été violés par le père à Freud. Vous écoutez ce que je dis là, hein? Je le répète si vous voulez, je sais que c'est violent, je saute un peu, mais c'est très très violent, hein. Donc c'est un sataniste, kabbaliste, occultiste, pro du Zohar et de la numérologie, etc., de la Kabbale, tout ça. Et ce type, il nous a sorti une histoire à dormir debout, qui est enseignée dans nos universités. Je vous explique le principe. Le principe, il est simple. Selon Freud, il y avait une horde primitive, écoutez bien, ça mérite le détour, une horde primitive d'un père et de ses femmes avec ses enfants. Ils mangeaient, ça s'appelle le banquet cannibale, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais un truc, bon bref. Alors, ils sont en train de manger et les enfants, les garçons, ils veulent avoir accès aux femmes, ils ne peuvent pas puisqu'il y a le père dominant, ils le tuent, et il le mange. J'aurais pu juste le tuer. Non, il le mange. Et après, juste après, ils disent, oh là là, on a fait une bêtise là, pas bien. Genre de culpabilisation, oh non, c'est pas bien. Ils se sont réunis, ils ont dit, non, tabou, pas bien. Faut plus jamais faire ça. Comment? Tuer papa, le manger? Non. Tabou. Inceste tabou, meurtre tabou, bidule tabou. Voilà. Freud. Une université. On enseigne ça à des bacs plus 10. C'est sérieux ça? Est-ce que c'est sérieux ça? On n'a pas honte, ils n'ont pas honte de dire des trucs comme ça. Bon, il faut savoir que le freudisme, c'est typiquement occidental. Hein. En Afrique, en Asie, les gens ils connaissent pas, ils veulent pas connaître. Vous racontez ça, ils vous frappent. Hein. Je vous jure, c'est vrai, ils vous frappent. Vous racontez ça, ils vous prennent pour un timbré. Et vous avez beau venir avec vos titres universitaires. Hein. Ne racontez pas des trucs comme ça. Hein. Vous allez avoir l'élite, la 5e colonne, corrompue, abrutie, dégénérée. Il y a toujours une élite corrompue. Toujours, c'est comme ça que ça commence. Mais le peuple, ne lui dites pas des trucs pareils. Avec le complexe d'Oedipe, la phase orale, anale, bidule. Ne racontez pas ça aux gens. Ils vont pas apprécier. Parce que tout simplement, ça n'a ni queue ni tête. Ça n'est pas sérieux. Surtout lorsqu'on sait tout ça, et vous allez trouver toutes ces informations dans le livre de Michel Onfray, Crépuscule d'une idole. C'est même pas moi qui le dis. C'est un hédoniste, moderniste, dégénéré. De la pire espèce. C'est un type du système. Quand il a découvert ça, il a eu mal à la tête. Bon, je l'invite à découvrir d'autres lectures, parce qu'il est un petit peu ankylosé dans son délire hédoniste. Je l'invite à découvrir René Guénon ou Julie Sévola, qui condamnait Freud il y a un siècle. Il y a un siècle, 2-3 ans après la sortie de ses fariboles, ils l'ont déjà condamné à Freud. Ils n'ont pas attendu 2011 ou 2010, comme cet abruti d'Onfray. Il n'a pas honte d'ailleurs d'écrire un livre pareil. Il suffit de se référer aux travaux des anciens, qu'il ne cite jamais, d'ailleurs, au passage. Bref, donc c'est quand même assez ahurissant, mais c'est logique. Et après avoir fait tout ça, je crois qu'on vit dans l'époque des sectes, c'est le terreau des sectes, n'importe qui, avec ses difficultés existentielles semées dans les masses, n'importe qui peut créer n'importe quelle secte. Blavatsky, Steiner, Gurdjieff, n'importe quel... les Mormons. Les Mormons, il faut savoir ce que c'est. Hein. C'est du lourd. Hein. Lisez le chapitre sur le mormonisme dans Mélange de René Guénon. C'est extraordinaire. Témoin de Jéhovah, Watchtower, enfin, le satanisme, les Wiccans, Gardner, enfin, il y en a plein. On est dans une époque où n'importe quel abruti peut créer une secte en 30 secondes. Il y a tellement de vide spirituel, il y a tellement de désordre aussi, que tout est faisable, tout est jouable. C'est ahurissant. En 2012, on crée encore des concepts intellectuels. C'est délirant. Surtout lorsqu'on n'a pas lu
tout ce qui a été produit. Parce que c'est une négation du passé. Hein. Ils inventent des trucs. Raël, la scientologie, Ron Hubbard. Ils sont tous liés entre eux. Tous. Et vous verrez les liens dans ce bouquin. C'est effrayant. Tous. Ils se connaissent tous entre eux. Ron Hubbard connaissait très bien Zandor Lavey, le satanisme. Tous, Blavatsky. Vous allez voir les liens entre Blavatsky parce qu'elle a fini aux États-Unis. La fille de Marx, comme elle va se suicider avec son. Enfin, vous allez tout voir. Et attention, tous ces gens-là, qui font des leçons au monde, se suicident d'une balle dans la tête, se pendent dans leur chambre, leurs enfants se suicident, enfin, ils finissent très mal. Qu'est-ce que c'est ce délire? Et moi je croyais que c'était des gens supérieurs. Moi je les vois avec une barbe blanche, pleine de sagesse, finir dans leur lit avec un sourire au visage illuminé. Ah non! C'est des cocaïnomanes dépravés par tous heures, ça finit avec une balle dans la tempe. Hein. La plupart. Vous verrez, c'est hallucinant. Si leur modèle est si beau, si c'est un modèle de bonheur ultime, de nirvana, pourquoi ils écourtent leur vie? Pourquoi ils finissent tous fous? Nietzsche, Lénine, pourquoi? Ou bien sûr, ça aussi c'est une belle partie, ils s'entretuent entre eux. Avec une pioche dans le crâne, Trotsky, enfin, ça aussi c'est une fin en général admise dans le milieu de la révolution. Hein, c'est le meurtre. Donc c'est quand même curieux. C'est quand même curieux. Et quand on accumule tout ça, on se dit, non, c'est un chemin tortueux, c'est pas droit, c'est pas net, c'est pas clair. Et il est sain de le dire. On fait maintenant un constat, et il est sain de dire que ça va mal. Voilà. Donc maintenant que j'ai fini la présentation du livre, j'en ai pour une petite 10 minutes, pas plus. Je voulais juste revenir sur l'actualité. Donc aujourd'hui, concernant la crise, on voit les Restos du Cœur venir à la télé nous expliquer qu'au mois de novembre, il y a 7% de chiffre en plus par rapport à l'année dernière, donc de plats à servir. Donc on a encore beaucoup plus de misérables, beaucoup plus de pauvres en France en 2012, pays extrêmement riche, 8 millions de pauvres, la barre a été dépassée, 3,1 millions de chômeurs, donc autant dire 5 ou 6, puisque ça c'est les temps pleins, les statistiques sont manipulées, 45 000 chômeurs de plus en octobre. Et je le rappelle, c'est des temps pleins, les tiers-temps, les mi-temps, ils ne sont pas calculés. Et même pas, ils vous excluent. Ils vous appellent, si vous ne répondez pas au téléphone, ils vous virent de la liste. Il y avait eu plusieurs témoignages que j'ai observés. Typique conduisit, il ne pouvait pas répondre. Il l'appelait pour un entretien, il ne pouvait pas répondre, il en virait de la liste. On vit une période extrêmement grave donc d'augmentation du chômage qui pourrait nous amener vers une crise immobilière bis, hein, parce que si vous foutez au chômage tous ces gens qui ont tous un crédit immobilier sur la tête, sur les épaules, ils pourront plus payer. Les banques se retrouveront avec des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de bâtisses. Enfin, ça peut créer une crise de subprime bis. Sans l'aspect titrisation, etc., taux de crédit variable, mais c'est une crise de subprime bis. C'est gravissime. Faut se réveiller. Plus de chômage égale moins de croissance, moins de consommation. Ça veut dire la faillite des caisses de l'UNEDIC. Ça veut dire la faillite de la sécurité sociale. Il n'y a plus personne qui cotise. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc la France va très mal, contrairement à certains hurluberlus qui me disent « Oui, mais bon, ça t'annonce depuis longtemps qu'on va couler, on n'a pas coulé encore. Tu dis que c'est la crise, mais les restos sont pleins. Les caddies, oui, mais chers amis, d'abord, quand vous voyez un caddie à Carrefour, Auchan, au Casino, d'abord, quelle est la somme du caddie, hein, ça peut être 30 ou 200 euros. Hein, c'est comme au restaurant. Qu'est-ce qu'il a consommé, le gars? Est-ce qu'il a consommé à la carte ou il a pris le menu à 8 euros? Ça n'a rien à voir. Hein, faut être sérieux 30 secondes. Faut parler chiffre d'affaires. C'est pas parce qu'il y a 30 personnes
que c'est le même chiffre d'affaires que 30 autres personnes. Le chiffre d'affaires peut doubler parce qu'ils ont consommé, parce qu'ils ont pris des trucs à la carte, ils ont pris la bouteille, ils ont pris le digestif, ils ont pris le dessert, et ça augmente la recette. Donc c'est quand même assez important de le dire. Autre chose, ça va bien peut-être pour vous, mais ne dites pas ça aux millions de chômeurs, aux 8 millions, aux 3 millions bidules de chômeurs, aux 8 millions de pauvres en dessous de la... Enfin, la situation est gravissime pour eux. Donc si vous en sortez encore, parlez pour vous, parlez pas pour les autres. C'est quand même important. Au niveau de la politique, je crois qu'on a atteint le summum du délire avec l'affaire de l'UMP. C'est magnifique. Voilà, moi je me tais, j'observe. Ils parlent pour moi. C'est mes représentants, je vous les enverrai la prochaine fois ici. Fillon, Copé, on va les laisser juste parler. Alors, bon, on a un Fillon qui traite Copé de mafieux. Mafieux, c'est le seul point commun entre Fillon et moi. C'est qu'on traite les deux Copé de mafieux. On a parlé de triche, mais il y a tellement de triche qu'elle annule la triche. C'est beau. Oui, c'est bon, ils ont les deux trichés, mais c'est bon, ça annule. Ah bon? Ça annule pas l'élection, hein? Ça la valide, ça annule la triche. N'est-ce pas là un renversement complet des valeurs? Ce qu'on appelle, au niveau de la tradition, le satanisme. Normalement, tout le monde en prison, tous. Il y a des règles pour ça, il y a des lois, hein. Et attention, il y a un code civil, code pénal, code commercial, il y a tout ce qu'il faut, il y a le code de la route aussi, il y a tout ce qu'il faut. Alors ils ont oublié, ils ont tout fait, ils ont fait voter, il y a des trucs, des fédérations où il y avait 900 personnes, il y a eu 1600 votes. Ils ont bourré, ils ont fait voter avec des fausses procurations, ils ont oublié de comptabiliser des fédérations extraordinaires. Et après on vous dit, ouais, mais ça dure depuis toujours. Eh ben donc j'ai raison depuis toujours. Vous êtes des voyous depuis toujours. Copé qui annonce sa victoire avant l'annonce officielle. On apprend que le patron qui doit gérer tout ça s'appelle Yannick Paternotte. Il a été condamné par la justice pour abus de faiblesse sur une mamie de 91 ans. Yannick Paternotte, c'est dans le Canard enchaîné de mercredi, de mercredi d'avant. Alors, ah oui, c'est extraordinaire. Fillon va créer un mouvement qui s'appelle Rassemblement UMP. Regardez. C'est pas Explosion UMP. Regardez l'oxymore. Il se fout de vous. C'est-à-dire son mouvement est en train d'exploser. Le monde entier se moque d'eux. Rassemblement UMP. Il continue à faire de la propagande, à utiliser les termes positifs. Moi, je suis un rassembleur. Non, non, non. Non. Et là, ils font... Ah, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Ils ont voulu arranger tout ça. Ils ont appelé qui? Ils ont appelé un sage. Il s'appelle Alain Juppé. Un voyou. Un condamné par la justice. La justice, le tribunal, a expliqué qu'il avait trompé la souveraineté et la confiance populaire. L'affaire des emplois fictifs. C'est-à-dire que ce tocard, il avait une secrétaire qui était payée en emploi fictif et il dit qu'il ne le savait pas. La bonne blague. C'est-à-dire vous avez ici des salariés qui sont payés à plein temps une fortune et qui payent, je sais pas. Ça fait 10 ans que ça dit, je sais pas. Comment ça tu sais pas? Tu plaisantes, oui. C'est des radins comme c'est pas permis. Ils savent, l'euro, ils savent où il est. Et il sait pas, c'est des histoires de plusieurs millions d'euros. Je sais pas. Donc c'est Juppé, et là où on voit, j'en ai parlé dans mon avant-dernière vidéo, la dernière plutôt, la dernière vidéo, là où on voit un renversement total des valeurs, et c'est là où, encore une fois, c'est du satanisme dans son sens traditionnel. Un certain Jean Petot, qui est maître de conférence en culture générale à Bordeaux, ou plutôt en inculture, en bêtise générale, qui nous explique, écoutez-moi bien, le fait que Juppé ait été meurtri, qu'il soit un accidenté de la vie politique avec sa condamnation dans le procès des emplois fictifs du RPR, lui donne une dimension de sage dans le parti. C'est le principe de l'ancien combattant qui peut montrer ses cicatrices. C'est pas bon. J'ai rien fait, j'ai rien dit. Donc ils ont ramené un ex-truand, hein, un parrain, pour séparer les capots. Ok? Et après ils ont trouvé la solution. Ils ont dit on refait pas le vote. Par contre on va faire un référendum pour voir si les gens veulent voter.
Donc ils ne peuvent pas faire le vote parce que c'est trop compliqué, c'est trop loin, il y a les municipales. Par contre, ils peuvent faire un référendum pour voir si les gens peuvent voter. Alors moi, je leur ai proposé un truc, je pense pas que ce soit très pertinent. Je propose que les gens votent si le référendum est pertinent pour voir le valider le référendum, pour faire un référendum, pour voir si on peut voter. Et en 2032, on sera encore là. Et ça, moi, je trouve que personnellement, c'est insultant. Moi, je serais un type de l'UMP, même un type du peuple. Hein. Moi, ça m'insulte. Ça m'insulte tout court. C'est grave, c'est très très grave. C'est comme l'affaire Bettencourt de Sarkozy, où il fait croire que c'est Ingrid Bettencourt, c'est pas Schuller-Bettencourt. Ils sont trompés, vous êtes au courant quand même. Dans le planning, dans l'agenda, il avait rendez-vous avec Bettencourt, il a dit non, c'est Ingrid. Vous vous rendez compte jusqu'où ils vont? Ça s'appelle la chutzpah. Il n'y a plus de limite. Là, on est en roue libre. Ces gens-là, si vous leur coupez pas la tête, ils ne partiront pas. Concernant Big Pharma, j'ai deux infos exceptionnelles. J'écoutais RMC, la radio, et j'entends un certain Christian Lajoux qui a écrit un bouquin qui s'appelle Médicaments l'état d'urgence aux éditions Le Cherche Midi, qu'il faut absolument pas acheter, bien sûr, puisque c'est une grande mascarade. Et ce type, c'est tout simplement quelqu'un qui vient défendre le médicament après toute la catastrophe Mediator. Donc il fallait défendre le médicament. C'est tout simplement le président de Sanofi. Président de Sanofi. Et du syndicat de Big Pharma, des industriels. Et il vient, tout simplement, il défend son beurre. C'est délirant. C'est comme si, voilà, c'est pareil, c'est comme si on ramenait Dutroux, Jacques Duguay, venir défendre la pédophilie. C'est exactement la même chose. Mais non, monsieur, pas du tout, mais regardez, les enfants, ils sont consentants. Mais regardez, ils aiment ça. Il a écrit Duguay dans le Libération des années 70 de Serge Julie. Il disait que c'était de l'amour que ressentait l'enfant face à l'adulte qu'il sodomisait. Il a écrit ça dans le... Ces deux facsimilés ces deux copies de Libération sont disponibles sur Internet. Ça a été déjà fait il y a 30 ans. Et ben on continue. Donc le type il vient, il nous explique que le Big Pharma ça sert puisqu'il soigne le cancer, alors que c'est faux. Et personne ne va lui dire mais pourquoi il y a autant de cancers pour les soigner? Il suffit qu'il n'y en ait pas il n'y aurait même pas à les soigner, abruti. Je n'ai pas à soigner une maladie qui n'existe pas. Parce que quand vous faites les cartes du cancer mondial, l'Europe, Amérique c'est rouge foncé, l'Afrique c'est vert. Il y a beaucoup moins de cancers. Beaucoup moins. Et plus la nourriture se modernise, l'électrosmog, etc., la pollution, plus il y a des cancers. Donc il faudrait quand même travailler là-dessus, non? C'est logique? Non. Non, c'est pas logique pour eux. Et in fine, pour le Big Pharma, alors c'est le summum du summum. Vous savez que l'AFSAPS a fermé, celle que l'association française pour la sécurité sanitaire et des produits de santé. Ils l'ont remplacé par l'ANSM. C'est exactement comme l'UMP-RPR. RPR, il était empêtré dans des affaires, ils ont changé de nom, l'UMP. On se refait une virginité, c'est magnifique. Il suffit juste de déposer des nouveaux statuts, ça coûte pas très cher. Et l'argent, on garde les locaux, on garde tout pareil, hein, on change juste le nom. Comme le faisait Junius Frey, le cousin de Jacob Frank, qui changeait son nom pour faire de la subversion révolutionnaire, pour pas qu'on sache d'où il vient. Il monte, voilà, c'est tout le temps comme ça. Donc, et l'ANSM, c'est elle qui va garantir la sécurité de vos médicaments que vous allez tous prendre. Enfin, j'espère que non, mais bon. Vous savez qui c'est la patronne de la SNM? Alperovitch Annick, 67 ans. Donc si on suit Jack Attali, elle devrait mourir, se suicider, puisqu'à 60 ans, elle ne sert plus à rien. Mais non, elle a 67 ans, elle est encore là. Et elle dirige la SNM. Et elle est payée aujourd'hui, et ça, c'est sur le site de la SNM. Je ne l'invente pas. Je l'ai téléchargé, capture d'écran, et je l'ai imprimé. Aujourd'hui, elle prend de l'argent de Sanofi Aventis, de l'entreprise Laser, de la Fondation Plan Alzheimer, de Fondation Bettencourt Schuller, de l'entreprise Oseo, Sanofi Santé Labo, UCB Pharma et Lundbeck. Donc, c'est un pur produit de Big Pharma qui a plein de contrats avec Big Pharma et c'est elle qui contrôle la SNM. Rien que ça, ça devrait amener 10 millions de personnes à Paris pour brûler l'Élysée et Matignon. Donc, je n'ai plus rien à dire.
Voilà, ils détiennent tout le pouvoir. Ils ne veulent pas le lâcher, quels que soient les scandales. Concernant la subversion, bon, je vais juste rapidement, j'ai déjà parlé de l'affaire Mérapras qui est chez Nouf, je vais juste parler rapidement des Fimènes. Les Fimènes, pourquoi? Parce que j'ai un truc à vous dire et j'en terminerai là, parce que j'ai discuté avec le professeur, enfin le philosophe Pierre d'Ortiguier, qui est pour moi quelqu'un d'assez exceptionnel au niveau du... et la preuve. Donc on discutait des Fimènes et il me parlait du duc d'Orléans et du palais royal. Et vous savez que le duc d'Orléans, le palais royal, donc le duc d'Orléans était franc-maçon, le dernier duc d'Orléans avant la Révolution, à qui on a coupé la tête 3 ans après, était franc-maçon, maître du Grand Orient, et il a utilisé le palais royal pour faire une grosse affaire immobilière, exactement comme aujourd'hui, la même chose en 1789, c'est très curieux, hein. Comme aujourd'hui, pareil. Il a construit, il s'est fait prêter de l'argent, il a construit des boutiques, il a créé un grand centre commercial, pareil qu'aujourd'hui, et qui était le centre du centre de Paris. Il y avait tout dedans. Et il vivait, écoutez-moi bien, de prostitution et de jeux de hasard. Le duc d'Orléans. Donc il a laissé, il y avait plusieurs tripots, il y avait plusieurs bordels, et il était aussi, il avait aussi ses mignons, hein, des hommes déguisés en femmes. Et vous savez que c'est dans le palais royal qu'a commencé la Révolution au fameux café de Foix, qui était, c'est assez connu, où Camille Desmoulins était monté sur la table, il a dit à la Bastille, tout ça, toutes ces cochonneries, et c'est ici, c'est dans le palais royal, que se rencontraient les dissidents, les révolutionnaires, où s'écrivaient les pamphlets, etc. Et à un moment donné, il y a des femmes qui ont demandé du pain. Genre, c'est la famine, le peuple galère, le peuple souffre. D'ailleurs, derrière ça, on a dit que la reine avait dit, s'ils n'ont pas de pain, ils n'ont qu'à manger des brioches. Complètement faux, c'est de la littérature maçonnique. Et vous savez qui c'était ces femmes? C'était des mignons du duc d'Orléans, des hommes, des travelots du duc d'Orléans. Donc, ça m'a rappelé bizarrement, j'ai dit, c'est pas possible, c'est les Fimènes. Puisque vous avez vu qu'une certaine Fimène qui s'appelle Héloïse Boutan est une prostituée. Il y a un excellent article sur Internet, sur le site de R, qui explique qui elle est, ça c'est avec des photos, c'est une prostituée. Donc 2 siècles après, on nous fait la même soupe. On nous ramène des prostituées, on les fait déguiser en ce qu'on veut, on met des trucs dessus extrêmement violents, avec fuck God, church, etc. C'est extrêmement violent, c'est inutile d'ailleurs, tapons c'est violent. Et on les amène de l'étranger, c'est des Ukrainiennes, donc c'est de la subversion internationale. Il y a 30 ans, la DST, ils les auraient mais vraiment foutus avec des coups de pied au cul, mais avec violence, hein. Qu'est-ce que vous faites là? Allez, dégagez-moi de là. Peut-être, on va dire 40 ans peut-être, 40, 50 ans, avant 68. Là maintenant, n'importe qui vient faire de la subversion en France. C'est une poubelle la France. Une poubelle. Et donc c'est des prostituées. Personne d'autre qu'une prostituée ne peut faire ça. D'ailleurs, il me disait que pendant les coupages de tête, la guillotine, il n'y avait que des prostituées en face de l'échafaud. C'est des bataillons de prostituées. Ça fait des siècles que ça dure. Qui manipulent comme ça les gens. Après, les gens, ils leur montent la tête, ils leur disent, oui, c'est vrai, regardez, ils vous arnaquent, c'est la misère, c'est la galère. Et ils montent, ça, c'est comme une avalanche, hein. Il y a un effet de masse, un effet de truc. Après, vous ramassez un peu de monde, des milices si possible, avec l'argent des Warburg, Trotsky, quand il se fait attraper en Canada, c'est avec des mallettes d'or que les Warburg lui ont donné pour qu'il se fasse ses milices en Russie. Des milices, c'est des miliciens. Ça n'a rien de révolutionnairement populaire. C'est des voyous, des coupeurs de route, de grands chemins, des bandits de grands chemins, c'est tout. Et je me suis dit, c'est extraordinaire. 2 siècles après, on a la même affaire, la même histoire. C'est extraordinaire. Donc voilà, je voulais juste vous dire comment aujourd'hui on continue à faire de la subversion à bas prix, et c'est diffusé sur vos médias.
on les fait passer pour des victimes, alors qu'elles ont gazé un enfant et sa mère et son fils, et on fait passer ça pour des victimes, des révolutionnaires qui sont là pour la liberté, avec des gestes qui sont maintenant inscrits dans le subconscient, hein, donc c'est le bras levé, nous sommes pour la liberté, l'émancipation de rien du tout, tu es juste une traînée, tu n'émanciperas rien, tu es une traînée, tu vends ton corps, tu es même plus un être humain, tu es un objet. Un être humain, c'est digne, c'est invendable, c'est inestimable. À partir du moment où tu commercialises ton corps, pour le plaisir de surcroît, hein, un travailleur commercialise son savoir-faire. Une prostituée, pour moi, après on peut parler de misère, on peut parler de façon, voilà, c'est la société qui doit s'occuper de ces misérables, certes, mais la prostitution, surtout celle qui est, on va dire, assumée, pour moi, il n'y a pas plus dégradant, voilà, c'est tout. Et c'est pas moi qui le dis, même l'éthique moderne le dit, hein. Même l'éthique moderne dit qu'on ne vend pas le corps humain, sinon on commencera à commercialiser les organes. Bon, bref. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, c'est le moment.